Bonjour la team replay, YouTube et Patreon. Merci pour votre soutien et vos vues sur YouTube et vos dons sur Patreon, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, plein de choses à vous dire avant de vous lancer sur ce replay qui lui-même est très très chargé. On a fait un débrief de la saison de Game of Thrones Sheol jeudi et donc le replay va arriver sur la chaîne de Mister MV. J'essaie de vous mettre le lien dans la description. Ça c'est en un. En 2, j'ai des bureaux. Moi je suis très content. Dans un mois j'aurai des bureaux, je streamerai autre part que dans cette salle du temps pour dire les choses poliment. Et en 3, personnellement, je veux aussi peut-être bouger et je cherche un ou une architecte pour m'aider à dégommer un bout d'appartement. Bon bref, si vous avez des contacts, pareil, n'hésitez pas. Venez dans mon Discord, envoyez-moi un petit mail et voilà. Ça c'était pour toutes les petites infos. Ensuite, le replay et on a parlé de plein de choses aujourd'hui. Je vous ai épargné, il y a une section culture, on a regardé pas mal de trailers pendant que je déjeunais. Je vous ai pas mis dans le replay, mais on a parlé de beaucoup de tech et de jeux vidéo. Et donc, évidemment, on a parlé du nouveau casque de chez Apple. On a parlé de claviers qui coûtent très cher, de calculatrices qui coûtent encore plus cher, d'un vélo qui coûte très cher. Quelle est la bonne orientation des narines chez BMW? C'est les narines comme ça ou les narines comme ça sur les calandres avant? Des discussions importantes. Et puis enfin, on a parlé de jeux vidéo avec la discussion choc sur le DLSS 5 d'NVIDIA qui se tape le bad buzz du siècle depuis mardi et aussi le changement de la manière dont vous rechargez vos armes dans Counter-Strike. Oui, ça, c'est passé un peu plus inaperçu, mais autant vous dire qu'il y a une communauté qui est en PLS. On analyse tout ça. Je vous laisse avec le replay et on se retrouve lundi pour un nouveau stream en live sur Twitch. Bye. On est parti avec des news qui donnent le smile comme la mémoire vive. Incroyable. La mémoire vive, elle nous coûte cher, voilà, elle nous coûte vraiment très cher en ce moment. Il y a 2 choses qui coûtent très cher. Il y a le carburant aux États-Unis, enfin dans le reste du monde et il y a la mémoire vive. Le truc ici, eh bien, c'est que, on ne sait pas si ça va revenir à la normale cette année, en 2027, en 2028. Certains parlent déjà de 2030 pour le retour à la normale du prix de ce que globalement est présent dans tous vos ordinateurs, toutes vos montres connectées, vos consoles de jeux, tout, voilà. Samsung qui, je vous rappelle, est avec, Micron et SK, le plus grand fabricant de mémoire flash au monde, qui détient un peu, un triopole, c'est pas un duopole, bon bref, voilà et qui se serait entendu avec ses 2 petits compères pour maintenir le prix très, très haut, aurait aussi annoncé que justement, la pénurie va continuer parce qu'ils ne comptent pas non plus investir grandement dans des nouvelles capacités de, production. Donc en gros des nouvelles usines quoi. Pourquoi? Eh bien parce que leur est resté en travers de leur petite gorge de travailleurs indépendants et de petits auto-entrepreneurs, le Covid où effectivement au niveau du Covid, il y avait eu un boom de consommation où, par exemple, pendant le Covid, tout le monde s'était rééquipé avec Animal Crossing et des nouveaux PC portables avec des webcams et des Logitech, des Dell, avaient et des Apple et des Nintendo avaient fait fortune et puis au sortir du Covid, boum, c'était retombé au niveau à peu près normal et on avait trop produit, c'était le bordel. Même chose avec les vélos, au sortir du Covid, tout le monde s'était arraché n'importe quel vélo électrique ou musculaire et puis 1 an plus tard, quand tout le monde s'était endetté pour produire comme des fous, augmenter leurs prix et bien la demande était un peu retombée. Donc là, en gros, Samsung, donc les circuits et pas les Samsung mobiles ou Samsung les télés, Samsung Flash en gros, eh bien explique que globalement, oui, ça va continuer et non, ils vont pas augmenter la production, ils vont juste augmenter les prix, pas la production. Parce qu'il va pas se retrouver évidemment avec des investissements qui, le temps qu'ils sortent de terre, eh bien tourneront à vide parce que la demande sera revenue à la normale. Donc j'ai envie de dire, je peux pas leur en vouloir. Voilà, je peux pas leur en vouloir, mais voilà. Ça va être la merde pendant des années encore. J'apprends que Chuck Norris est mort. Ah voilà. Bon, Chuck Norris, évidemment, c'est le seul qui a fait baisser la mémoire vive quand il a acheté un PC, c'est Chuck Norris. Bon, bah, arrêtez avec les blagues de Chuck Norris, c'est très 2005. Mais voilà. Bon, c'est un mec, qui avait tourné bien, pas ouf, hein, Chuck Norris, hein, si je ne m'abuse, hein. Voilà. On continue avec, quelqu'un qui, n'est peut-être pas en surproduction, mais va-t-il partir? On parle évidemment de Tim Cook, voilà. Tim Cook, eh bien, qui, s'est, fait une petite interview, chez, Good Morning America. Good Morning America, je vous rappelle, Good Morning America qui est le talk show quotidien, matinal
des Américains. Donc, il y a des gens qui regardent Mintos et Tonton, et puis il y a d'autres personnes qui regardent le Good Morning America. Donc là, il y a plein de questions qui, évidemment, ont été posées à Tim Cook pour, je vous rappelle, les 50 ans d'Apple, où Tim Cook s'est fourni d'un message d'une d'une tiédeur. C'est Tim Cook, encore une fois, un mec très très fort, très efficace, mais qui est pas trop là pour faire le show. Mais surtout, on lui a, eh bien, posé la question de: «Est-ce que vous allez prendre votre retraite?» puisque je vous rappelle qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs sur la potentielle retraite de Tim Cook. Merci beaucoup Gus Tucru pour le subprime, merci pour les 3 mois. J'ajoute ce petit sub à mon compteur de pompe et évidemment, on passe à 1 900 pompes et j'aurai bientôt la fortune de Tim Cook. Bref, merci beaucoup Gus Tucru. Tim Cook, eh bien, a répondu là-dedans et il a répondu à la Tim Cook, c'est-à-dire: «Évidemment, je vais faire une réponse tiède. Tim Cook a dit qu'il n'allait pas quitter Apple. Voilà et qui lui, sa vie c'est Apple. Il est arrivé chez c'est pas un des fondateurs d'Apple, mais il est arrivé chez Apple il y a bien longtemps. Je vous rappelle qu'il est PDG d'Apple depuis maintenant, bientôt, 16 ans. Mais il a, réitéré l'idée qu'il n'allait pas quitter Apple et que, tout irait bien. Mais quand on dit qu'on ne quitte pas Apple, est-ce que ça veut dire qu'on est toujours le PDG d'Apple? C'est là où on est un petit peu moins sûr. Parce que du coup, quand Tim Cook a dit qu'il ne quitterait jamais Apple, je vous rappelle que quitter ton poste de PDG pour devenir conseiller stratégique spécial, c'est-à-dire en gros à la retraite et tu fais une visio par mois, quoi, globalement, hein, pour dire que tu es toujours là pour rassurer les investisseurs, les clients, les employés et tout. Donc en gros, il n'a pas répondu à la question. Et j'ai envie de dire même, il a peut-être répondu à la question parce que s'il voulait rester PDG d'Apple et qu'il se voyait encore PDG d'Apple pendant longtemps, il aurait dit: «Bah, attendez, moi je vais rester PDG d'Apple pendant très longtemps». Puisque Apple est une entreprise très, très stable, c'est pas non plus Microsoft. Quand ils disent des choses, généralement, c'est pas pour se dédire 18 mois plus tard. Bref. Donc, je vous rappelle que depuis le mois de novembre de l'année dernière, il y a des, rapports de plus en plus, et des enquêtes et des fuites de plus en plus précises sur la potentielle prise de retraite ou de retrait, de mise en retrait de Tim Cook par lui-même. Encore une fois, il n'est pas du tout en danger, hein. Il présente des bilans financiers absolument déments. Les produits Apple, globalement, sont très, très bons. Il y a absolument rien à lui reprocher, voilà. Maintenant, bah, ça fait 15 ans qu'il est à la tête d'Apple. Je pense qu'il a tout vu, il a tout fait, il a tout prouvé. Heu, Personnellement, je me dis que c'est peut-être le moment où tu as envie de profiter de la vie, hein, voilà, peut-être. On sait qu'il y a beaucoup, de potentiels, maintenant, lieutenants et même commandants et commandantes en chef chez Apple qui pourraient prendre les rênes. Il y a déjà, certains, qui sont favoris, il y a déjà des pronostics sur qui pourrait prendre, les rênes et donc ce serait assez intéressant, sachant que, je n'ai plus son nom en tête, mais la personne la plus à même de reprendre les rênes d'Apple en tant que PDG. Je rappelle encore une fois qu'un PDG aujourd'hui dans une entreprise qui est cotée en bourse, il est pas si puissant que ça, mais bon bref, ce serait un homme des produits chez Apple. Donc, il y a une vision produit qui serait plus proche, eh bien, du profil de Steve Jobs que de celui de Tim Cook. Donc ce serait intéressant, voilà. Et oui, il a quel âge Tim Cook, mon cher Madin? Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Il a 65 ans, ce qui est, je vous rappelle, l'âge légal pour aller à la retraite, selon Emmanuel Macron. Voilà. Même si je vous rappelle que dans 2 ans, la retraite sera à 66 ans en France. Alcyon, qui se dit: «On se souviendra de ses plus grands succès tels que l'Apple Car, le Vision Pro». Alors Alcyon, je sais que tu veux faire le malin, mais l'Apple Car n'est pas sorti, donc officiellement ce n'est pas un échec. Et le Vision Pro, pour l'instant, n'est qu'un outil pour les professionnels et les développeurs, donc officiellement ce n'est pas un échec Apple. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, n'oublions pas encore une fois que Steve Jobs aussi a connu des échecs chez Apple et parfois des échecs, si on l'avait écouté sur des échecs encore plus cuisants, hein, je l'iPhone ne serait pas là où il était si on avait écouté Steve Jobs, par exemple, donc voilà. Bon, intéressant de voir que, Tim Cook essaye de donner des infos sans donner d'infos, sans dévoiler son jeu, mais pour l'instant, il est toujours là. Maintenant, on va rester justement, eh bien, chez Apple avec la sortie, un peu, j'ai envie de dire, surprise des AirPods Max 2, voilà. Je vous rappelle que, dans la tétrachée d'annonces d'Apple, depuis le début du mois de mars, eh bien, on attendait peut-être les nouveaux AirPods Max 2. Ils ont finalement été annoncés et bah, il y a des nouveautés en interne et je pense que les spécialistes du son, notamment Pepe Garcia, seront bien à même de nous en parler. Ce qui m'embête, c'est que le prix et le poids restent le même. Je vous rappelle que pour les gens qui ont jamais testé, les AirPods, Max 2 sont des casques de très bonne qualité audio, de très bonne qualité de finition, mais un peu comme les Vision Pro, Apple, ils adorent le métal, ils adorent les trucs un peu d'âme, mais du coup, ça rend les casques très, très lourds
Et donc moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ces casques très lourds, très chers et très laids, malheureusement. Voilà, je c'est pas du tout pour les trucs rectangulaires. Il y a pas mal de petites nouveautés avec notamment le fait qu'on peut commander maintenant son appareil photo d'iPhone avec le bouton de son casque. Incroyable pour faire des selfies avec son casque pour dire: «Je suis riche». Et pour le reste, bon, voilà. Ce sont des nouveautés notamment d'un point de vue, hardware et d'un point de vue software qui ont été changés. Nouvelles puces, nouveaux, equalizers, amélioration, de la réduction de bruit. Les nouvelles fonctionnalités qui étaient dans l'AirPods Pro 3, avec notamment la, traduction en live qui va arriver, la captation de son pour les dialogues, automatiques pour, laisser passer des voix quand quelqu'un vous parle et cetera et cetera. Bref, tout ce qui a fait le succès des AirPods Pro 3 en termes de fonctionnalités de puce sera évidemment introduit dans ces AirPods Max 2. Voilà. Personnellement, encore une fois, j'ai envie de vous dire, tout a été dit au moment où ces, casques ont été lancés sans vidéo, sans conférence de presse, sans rien, mais juste là comme ça, boum, d'un coup d'un seul. Alors qu'ils auraient pu, honnêtement, être, inclus dans la semaine d'annonce de chez Apple. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, mais ils auraient pu être en précommande pour sortir là. On a parlé de nouveaux écrans à 3 500 €, on a parlé d'un MacBook Neo à 699 $. Pourquoi pas avoir inclus les casques dans ce festival des annonces Apple? Je sais pas, mais voilà, ça sort en catimini, site mis à jour. En gros, ça récupère les nouveautés des AirPods Pro 3 et même des AirPods Pro 2 parce que je vous rappelle que le AirPods Max 2, il est vieux de chez vieux, non? Le AirPods Max, le 1, il est sorti il y a 5 ans, je crois. Je crois qu'il est sorti il y a au moins 5 ans. C'est très, très vieux pour un casque. Le premier a été lancé à 629. Oui, c'est vrai qu'il était au-delà des 600 € le premier. Tu as raison, Amel. Tout à fait. Mais il avait baissé de prix, hein, je crois. Il avait baissé de prix. Celui-ci qui dit: «Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser quel est le taux de perturbateurs endocriniens présents dedans?» Ben, je ne sais pas, mais sachez que vu qu'il y a peu de plastique par rapport à d'autres casques, peut-être qu'il est moins, heu, il est moins, chargé en perturbateurs endocriniens. Je vous rappelle qu'on a vu une étude là récemment, qui a été menée dans 4 pays d'Europe de l'Est et qui a été faite par une association autrichienne sur la présence parfois, à des taux non légaux et non réglementaires de certains perturbateurs endocriniens dans nos oreillettes et nos casques, audio. Donc voilà. 2020, ouais, c'est 2020, donc le casque, il a 6 ans, ce qui est quand même, plutôt rare, non? Est-ce que c'est pas rare, de d'avoir un casque qui est aussi peu mis à jour? En 6 ans, on a eu 2 nouvelles générations de casques Sony, on a eu au moins 3 casques Bose faciles, hein. On a eu tous les entrants, hein, de chez Bowers& Wilkins, de chez, Audeze, qui sont arrivés et tout. C'est très, très rare, très, très rare. Donc voilà pour le casque. Maintenant, on va passer à des accessoires Apple et vous allez voir, ça va être un peu le yo-yo des prix, quoi. On va commencer par Spigen et Spigen qui avait montré une coque d'iPhone qui a fait craquer tout le monde, la coque d'iPhone Pro qui ressemblait à un Mac. Eh bien, Spigen a bien compris, le filon et les voici avec désormais une coque pour AirPods Pro 3 déguisée en souris Apple. Voilà, écoutez, ils ont 100 tout compris. Je vous rappelle, ça c'était la coque de l'iPhone Pro qui était sortie et qui avait fait craquer tout le monde. Désormais, vous voyez que la collection LS, qui est donc une coque, une batterie externe et une coque d'iPhone, d'AirPods, eh bien, est quasi complète. Franchement, ils ont tout compris. Spigen, honnêtement, ils ont tout compris. C'est une esthétique qui plaît à tout le monde, aujourd'hui, qui est vraiment, ce petit côté, beige, rétro années 80, il fait craquer tout le monde. Voilà, j'ai envie de dire, pourquoi se priver? Sachant que ça leur permet de vendre leur boîtier plus cher que les autres, parce qu'il a 30 € je crois. Voilà, il a 30 € pour le boîtier d'AirPods. Ça se met quand même très bien. La coque a été aussi très chère, elle était genre à 40 €. Moi, j'ai une coque Spigen, hein, sur mon S25 Ultra, qui était très chouette et très belle. Mais ils ont bien step up dans leur petit jeu, je trouve là-dessus. Donnez-moi 2 secondes, voilà, hop. Si les boutons sont cliquables, ça ferait un fidget incroyable. Mais je crois que le bouton de souris, il est cliquable pour le justement, vous voyez, pour déloquer l'ouverture. C'est fait pour. Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils aient mis un aimant qui repousse le couvercle, qui fait que quand tu appuies sur le bouton, ça ouvre le couvercle, clac.
un petit peu. Mais bon, vu que le couvercle, comment dire, des AirPods est lui-même aimanté dans l'autre sens. Et ouais, le Zwox Spigen, est monté en gamme. Bah, ils ont raison, hein, parce que c'est là où se trouvent les marges. S'ils ont maintenant accès à des designers un peu plus haut de gamme pour avoir des produits plus différenciants et qui font plus kiffer les fans, pourquoi pas? Même moi qui a acheté un petit boîtier de protection pour mes AirPods Pro, parce que globalement, bah, je le fais tomber partout. Donc c'est bien d'avoir un boîtier de protection pour un truc qui vaut quand même, bah, 200-250 balles. Hem, Bah, je me dirais, bah, dans mon choix de boîtier d'AirPods Pro, bah, celui-là, du coup, il ferait clairement partie des choix potentiels parce qu'il a une vraie gueule par rapport aux autres, quoi. Voilà, donc je vous rappelle qu'ils avaient fait aussi, la coque d'iPhone, et la coque d'iPhone, ça a été vraiment un carton absolument monstrueux. Ça c'est la non, ça c'est le porte-carte, mais elle est où la coque d'iPhone? C'était la coque d'iPhone qui avait tout fait péter là, c'est celle-là, là. Voilà, la fameuse coque dont on avait parlé et qui a été tellement, tellement maligne de la part d'Apple, de Spigen. Salut les Arfus! Salut. Bon, maintenant, je vous parle d'accessoires, mais un peu plus sérieux les gens, s'il vous plaît, parce que voilà, vous allez voir, il va falloir être très sérieux, OK? Donc je vous rappelle, on ne se moque pas, OK? Il y a un autre fabricant, de produits, compatibles Apple, mais pas que, mais bon, on va dire que la clientèle a plus tendance à acheter du Apple, c'est Hermès. Et Hermès a des accessoires pour Apple que j'avais pas vu aussi, avec des petits chargeurs. Vous allez voir. Randomly qui dit que le porte-carte apparemment, il est super cheap, le porte-carte MagSafe. C'est bon à savoir. Merci pour ton retour là-dessus. Bon, est-ce que tu achèteras du coup des accessoires Hermès pour charger ton téléphone? Regardez-moi ce petit chargeur, le Paddock Solo, hein, 950 balles. Bonjour Weldel. 950 euros, ça va les gens, j'ai envie de vous dire, c'est à peine une fois et demie le prix des nouveaux AirPods, Max 2. Mais regardez, vous posez le cul de votre iPhone sur du cuir Hermès. Incroyable. Voilà. Fabriqué en France. Je suis pas sûr que la partie chargeur soit fabriquée en France. Assemblé en France, pourquoi pas? Regardez, les petits étuis pour les AirPods Pro 2. Bon, mince, ils sont plus dispo parce que c'est AirPods Pro 3 250 euros. Regardez maintenant le chargeur, le Paddock Yo-Yo. 1350 euros pour le Paddock Yo-Yo. Incroyable. De ce coup-ci, vous pouvez charger eh bien, une Apple Watch et des AirPods ou un iPhone. Vous pouvez en charger deux en même temps. Regarde, ça s'ouvre en deux. C'est magnifique. Vous posez évidemment votre montre ou vos écouteurs sur la partie centrale. Le câble, il part pour la partie iPhone. Encore une fois, c'est de l'USB-C, donc on pourrait recharger son téléphone Android avec, mais bon, c'est tellement un truc de pauvre Android que, que voilà, hein, voilà. Et pour terminer, le plus important, c'est que si vous en avez marre de choisir, parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens d'acheter ces deux produits, il y en a un qui vaut 950 euros, l'autre il vaut 1350 euros. Bon, et ben vous pouvez acheter un 2 en un. Comme ça, vous avez un combo et vous économisez pas de l'argent, puisque le combo, il vaut 3950 euros. Voilà, le chargeur Paddock Duo et la trousse Grand Paddock, évidemment. Incroyable, vous pouvez charger 2 appareils dessus. Regardez-moi ça, on gagne du temps, donc on gagne de l'argent. C'est important de gagner de l'argent pour se payer des gadgets de luxe et évidemment, il y a une belle trousse qui va avec et donc je ne vous ai pas dit aussi, hein, bien sûr les gens, je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, c'est fabriqué en France, c'est vendu en Europe et donc ça respecte la réglementation européenne et donc ces chargeurs, ces 3 produits Hermès sont vendus sans chargeur. Voilà. Il faudra vous payer votre petit bloc de charge en plus, OK? Le câble est là, le reste, c'est Hermès, hein, on fait pas cadeau ici, hein. Donc voilà, le petit bloc de charge que vous voyez actuellement en illustration, il n'est pas livré avec. Il faut l'acheter en plus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas? Mais bon, encore une fois, ça, c'est une news que seuls les ultra riches comprendront, parce que je vous rappelle que les ultra riches ont déjà leur propre bloc de charge qui est fait en cuivre et en or. Donc voilà, il y a pas de souci. Le câble Hermès sur un bloc AliExpress, j'ai hâte. Ah franchement, ce serait presque du troll. Mais vous savez, chez les nouveaux riches, en ce moment, la mode, c'est de se balader avec un sac IKEA ou un sac Tati pour dire: «Ah regardez, moi aussi j'ai des références ultra pauvres». C'est mon exotisme à moi, donc pourquoi pas, hein? C'est incroyable. Oui, la limite entre le luxe et la pigeonnerie.
encore une fois, ça, chat carton, c'est un réflexe de personne qui est pas riche. Je vous rappelle qu'il y a pas de notion de pigeonnerie quand il y a pas de notion d'argent. Donc te dire que tu t'es fait avoir, c'est-à-dire que tu as payé trop cher pour un truc qui en vaut pas la peine, c'est un réflexe de personne qui, doit gérer l'argent. C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est une charge mentale, j'ai envie de vous dire. C'est une charge financière qui est une charge mentale. Alors que si tu étais riche, tu ne te poserais pas la question du rapport qualité-prix. Tu n'irais pas sur Deal Labs comme moi tous les jours. Tu ne te ferais jamais pigeonner, puisque pour se faire pigeonner, il faut être un pigeon. Mais tu n'es plus un pigeon quand l'argent. Bravo les riches! Allez, on finit sur. C'est vrai, j'ai pas le bon mindset. Mais oui, chat carton, enfin. Ça m'énerve ce chat de gens qui sont pas assez riches pour comprendre, encore une fois. Vous avez pas le mindset qui est assez open-minded set. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez jamais ultra riche si vous continuez à réfléchir comme ça, à essayer de pas perdre de l'argent. Oh. Bon, allez, on reste sur un dernier produit qui coûte la peau du cul. Un dernier produit qui coûte la peau du cul, mais qui est peut-être un peu plus justifié. Enfin, est-ce qu'il sera encore justifié? Ah mince, je suis derrière un paywall, désolé. Je vais vous parler évidemment du téléphone de Samsung qui a été lancé en grande pompe en fin d'année, le Trifold, parce que ça servait, déjà pas assez, de sortir un téléphone qui vaut 2 fois plus cher parce qu'il se déplie en 2. Il fallait sortir un téléphone qui vaut 3 fois plus cher parce qu'il se déplie en 3. Bon, bah, voilà, et ben, la règle de 3, il aura duré 3 mois puisque le, Galaxy Z Trifold est déjà abandonné. Je vous rappelle qu'il a été lancé, un peu en catimini, d'abord en Corée, puis dans quelques pays. La France avait été boudée parce qu'encore une fois, je vous rappelle, la France, c'est un pays du qualité-prix, hein. Donc, encore une fois, vous cassez les couilles avec vos réflexes de pauvres, hein, parce qu'on n'a pas le droit des beaux gadgets comme les Trifold, à force d'être des gens raisonnés et raisonnables. Voilà. Le Trifold va déjà être mis en fin de production 3 mois après sa sortie. Des bisous aux personnes qui auront foutu 3 000 balles dans ce prototype génération 1 de téléphone pour, eh bien, encore une fois, essayer de vous la péter. Souvent, quand vous achetez un objet pour essayer de vous la péter, vous vous ridiculisez, mais chut. Donc, si vous voulez vous la péter dans les soirées avec les copains ou dans un bar ou dans un date en dépliant votre téléphone en 3, ça aura coûté un peu cher la blague. Huawei reste désormais le seul fabricant de téléphone qui se déplie en 3. Évidemment, les problèmes de mémoire vive, de RAM, le coût gigantesque. J'imagine encore une fois l'optimisation un peu avec le cul, des applications natives, etc., font que, eh bien, c'est pas la priorité de Samsung actuellement. Bon, déjà, je vous rappelle que le géant coréen tournait un peu autour de ce téléphone. Ils étaient en mode, il avait même dit eux-mêmes, hein, ils disaient, ça fait 1 an qu'on peut faire ce téléphone. On le sort pas parce qu'on cherche un peu le marché qui va avec, la raison d'être qui va avec. Bon, bah, enfin, finalement eu leur réponse. C'est OK, on se casse. Désolé, c'est pas toi, c'est moi. Je suis désolé pour toutes les personnes du chat qui ont acheté le Samsung Trifold à sa sortie day one, sans ODR Samsung, bien sûr. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je sens que le support logiciel et l'optimisation de ce téléphone seront un peu compliqués. Voilà. On cherche pourquoi sortir un téléphone. Ouais, c'était déjà Madinx, c'était déjà un aveu qui était très intéressant parce que vraiment, ils étaient un peu pressés par les journalistes pour dire: «Mais en fait, vous avez fourni une dalle à Huawei qui a sorti un téléphone que vous-même vous n'avez pas sorti, le fameux téléphone qui se déplie en 3». Et vraiment, il y avait une forme d'honnêteté, j'ai envie de dire, dans la réponse de ce responsable de Samsung, genre, il y a à peu près un peu moins d'1 an, c'était en juin, je crois, où il disait: «Bah, en fait, on a le téléphone, on a la technologie, on a le proto, on a tout le truc, on essaie juste de trouver un peu son segment, sa raison d'être, voilà, pour le lancer, quoi». Donc, bon, quand tu as fabriqué un truc et qu'après tu te demandes à quoi il va servir, à qui il va servir, déjà tu sens que le truc il est pas parti pour faire un carton, quoi. Salut Nitoc, j'ai testé les produits de chez Shox, personnellement ça marche plutôt bien, voilà. Alors, on va maintenant passer à des choses qui coûtent moins cher, mais on va terminer par un truc qui coûte très cher. Let's go, on va parler de clavier, on va parler de 3 claviers maintenant. Enfin 2 claviers, une calculatrice, mais vous êtes pas prêts pour la calculatrice. 1 point, on a un nouveau clavier de chez Corsair qui vient de sortir. Voilà, c'est un clavier qui est assez intéressant, même si vous connaissez encore une fois ma critique des claviers, full size, puisque c'est un clavier ultra, fin. Il faut que je le mette de côté pour qu'on le voit un petit peu mieux, mais qui est doté de toutes les fonctionnalités un peu
gaming là-dessus, vous allez voir, puisque vous avez des touches de macro à gauche, comme à la grande époque des claviers MMO, vous vous rappelez quand il y avait des touches macro à gauche, pavé numérique à droite, intégration Stream Deck en hardware, donc il n'y a pas l'écran comme l'autre clavier qui avait vraiment littéralement un Stream Deck collé, mais il y a un petit écran et on peut faire des petites touches ici. Donc pour les gens qui adorent les macros ou qui adorent intégrer des macropads, eh ben, ce clavier complet et ultra fin pourra les satisfaire. Bon, ça vaut 280 balles, ce qui est vraiment très très cher, je vous avoue. Moi, je suis pas très clavier ultra low profile, mais il y a des gens qui adorent. Mais vous voyez ici, coque en aluminium, switch prélubrifié, la totale, quoi. Ah ouais. C'est moitié full size. Bah, il est full size au sens où il y a quasiment toutes les touches. C'est un 99% parce que vous voyez que il manque les touches pause et je sais plus comment ça s'appelait, les touches un peu chelou qui étaient au-dessus de la flèche. Donc il y avait page up, page down, home, end, et il y avait pause et un autre truc. Ici, il n'y en a que 4 sur 6 et vous voyez que tout ce bloc a été collé au bloc principal. Donc en gros, ça ressemble à une sorte de clavier 75% où à gauche, on aurait ajouté, on aurait ajouté des touches de macro et de Stream Deck et à droite, un pavé numérique. Donc ce qu'on appelle, eux, ils appellent ça un 99%. Oui, c'est vrai qu'il y a la touche, c'est vrai qu'il y a la touche Copilot. Ah putain, la touche Copilot. Arrachez-moi les yeux. Enfin, arrachez-moi cette touche, s'il vous plaît, quoi. Donc vous voyez aussi que pour un clavier ultra low profile, ça a été pas mal taffé niveau sonorité, niveau confort pour bien avoir un truc qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans les claviers mécaniques pleine épaisseur et pleine taille. Imprimé écran, c'était pas F12? C'est quoi? C'est la touche arrêt défile. C'est quoi les 6 touches qu'il y avait sur les claviers 100% là? Attendez. On va devoir les on va devoir avoir un clavier de base, voilà. Clavier d'ordinateur au meilleur prix, clavier Logitech, clavier plein de balles. Il y a quoi en clavier plein de balles? Allez, le LDLC. C'est quoi les touches? Insert, delete, home, end, page up, page down. Donc c'est insert et delete qui ont été virés. Mais ça sert à quoi delete si on a déjà. Ah oui, non, c'est ouais. Ok, insert et delete. Ok. Et donc, ouais, ça, c'est les 6 touches. Et bien, dans les claviers 75%, il n'y en a souvent que 4. Et donc, moi, notamment, j'ai que insert, delete, page up et page down. Et j'ai pas home et end sur mon clavier 75%, là, pour vous donner une idée. Voilà. Après, on peut évidemment y accéder via une fonction ici. Mais voilà, j'ai pas les 4 touches. Donc, voilà pour vous donner une idée de ce qu'est ce clavier ici-là, qui, vous voyez, n'en garde que 4 sur les 6. Et voilà. Bon, encore une fois, je vous dis, moi, je suis pas fan de clavier aussi large, mais bon, voilà. Deuxième clavier que je voulais vous montrer, c'est un clavier de chez Epomaker qui est le Glyph. Et vous allez voir, on est sur un truc qui est très 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 différent parce qu'ici on est sur un clavier ultra rétro. Let's go. Donc c'est un clavier, vous voyez, qui est un clavier ici 75%, puisqu'il y a les touches F, les touches de numéro, et il y a les 4 sur les 6 touches du bloc du milieu. Voilà, il y en a même 5. Oh, c'est quasiment plus qu'un 75%. Mais vous voyez, touche ronde, design formica plastique arrondi, écran LCD avec des fonctionnalités, et un petit support à tablette. Donc vraiment, on sent qu'on peut y glisser, c'est pour taper dessus, quoi. C'est rigolo. Est-ce que c'est confortable? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un joli design? Ah ouais, grave, c'est très très chouchouille ce petit clavier avec, vous voyez ici, un petit écran à tout faire, une molette sur le côté, des switches classiques format MX, je crois. Et franchement, il a une bonne bouille. Vous voyez que c'est du hot swap, donc on peut eh bien, retirer les switches, voilà, sans fil ou avec fil. Et je sais quoi, il n'y a pas de vidéo, on peut mettre son téléphone ou sa tablette dedans. Bon, tant pis, il la montre pas. Ça coûte 140 $, c'est vraiment très, très mignon. Pour le reste, c'est un clavier, vous voyez, c'est un clavier, j'ai envie de vous dire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des gens qui achètent des claviers font plutôt des objets pour se faire plaisir avec un design, quelque chose d'un peu spécifique. Honnêtement, c'est chouchoui. C'est quoi les petits sons sur les côtés? Eh bien, je t'avoue que je ne sais pas. Ce sont des LED. Donc là, c'est le niveau de batterie. Là, j'imagine qu'il y a le caps lock et deux, trois bricoles, j'imagine, peut-être le mode Bluetooth. Après, j'avoue qu'il y a il y a un, Et un afficheur complet, devant, donc je sais pas trop à quoi ça sert d'avoir en plus des LED sur les côtés, quoi. Peut-être quand effectivement tu éteins ton écran pour économiser de la batterie, mais voilà, quoi. Donnez-moi 2 petites secondes, je réponds à un mail. Est-ce que ça marche mon ASMR, Ah ouais, attendez, ASMR clavier.
Hop, Hop, c'est c'est bon. bon. Maintenant, on passe à la suite, des claviers et je voulais montrer donc un clavier très, très, très spécial. Vous allez voir, c'est un clavier très spécial. J'ai envie de mettre le trailer plein écran comme si c'était un film avec, Keanu Reeves. Attention mesdames et messieurs, voici l'édition limitée de la Rolls des calculatrices Casio. Oui, parce que c'est un game aussi. La Casio S100X, désormais en version laquée par un artisan japonais. C'est relaxant, c'est relaxant. Je me débute. Aïe, 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 aïe. Une apparence qui fait sauter, vibrer votre cœur à chaque fois que quelqu'un prend cette calculatrice en main. Incroyable. Et donc les gens, c'était pas assez cher puisque déjà je savais même pas qu'il y avait une Rolls des calculatrices chez Casio. C'est même pas une calculatrice scientifique, hein. C'est une calculatrice de compta. C'est une calculatrice de compta. «Oh non, v'là Roxas! Non, pas les pompes, s'il vous plaît». Bon, déjà c'est une calculatrice de compta. J'ajoute les 5 pompes de Roxas. Oh, je sens que bon bref. Mais cette calculatrice qui coûte très cher, elle ne coûtait pas assez cher les gens, puisque plot twist, voici l'édition limitée de la Rolls des calculatrices. C'est parti. J'ai envie de chialer les gens. C'est magnifique. J'ai envie de chialer. Incroyable. Ah là là, j'ai pas eu autant d'émotions depuis, Dune 2 au moins avec Toyota Chevrolet. Incroyable. Merci Mister Huggies pour le petit sub. Merci beaucoup. Ah non, il y a eu des ouais, d'accord, attendez, attendez. Il y a Mister Huggies qui a fait des subs, il y a aussi Roxas qui a offert 5 subs à Adrien Torse, à Runsitter, à Warnos, à Yourmom0012. Il y a Twitch Toto 123. Ça, c'est pas ton premier compte, ça. C'est pas ton premier, c'est voilà. Incroyable cette calculatrice, les gens. Alors attendez, je dois rajouter déjà 55 pompes parce que let's go. Parce que je vais en chier des ronds de ballon, voilà. Heu,
on va passer la barre des 2000 pompes à faire. On revient grâce évidemment à tous vos subs. Merci beaucoup pour votre soutien. On revient à cette superbe calculatrice. Elle est là, je vous donne le lien tout de suite. Regardez-moi ça, 600 balles, 700 balles, j'ai envie de dire. Allez, 100 000 yens les gens. C'est cadeau, c'est pour Ken Bogard, bien sûr. Il va évidemment aller au Japon, nous expliquer que les maths et le Japon, c'est sa passion. Je crois, d'après le dossier de presse, et bien que cette calculatrice, faire la partie laquée de cette calculatrice, ça prend genre des heures et des heures à cet artisan incroyable. 30 jours de séchage dans un four à céramique, blablabla. Vous avez que le reste de la calculatrice est en unibody. Voilà, et c'est incroyable. Si vous êtes vraiment le plus gangsta des comptables de l'Ouest ou même de l'Est, j'ai envie de vous dire, vous pouvez acheter la Casio S100X JC1U pour 100 000 yens. Aïe, 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 absolument incroyable. Absolument incroyable. On aime, hein. On aime évidemment tout ce qui se passe actuellement. Bonjour Aka Franchement, j'ai envie de vous dire, si je devais mettre 700 balles dans une calculatrice, non mais est-ce qu'on est d'accord que j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, mais est-ce qu'il y a un monde où je suis sûr que Ken est complètement passé à côté de ce truc-là, mais Ken qui adore les maths, qui adore se branler sur tout ce qui est japonais, est-ce que c'est pas le moment, un jour, pour son anniversaire, de lui offrir la Rolls des calculatrices? Alors ce qui est un peu compliqué, c'est que, vous voyez qu'elle est déjà sold out, alors que c'est une calculatrice de comptable qui vaut 700 balles. Le fameux «tout ceci pourrait n'être qu'une application», tout à fait. Mais je sais pas, dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui bouffent de la calculette et de la comptabilité toute la journée à l'ancienne, et pour qui ça c'est le méga pan? Est-ce que ça c'est, je sais pas, est-ce que c'est le tarmac SL7 des calculatrices? Est-ce que c'est la Rolls de l'addition? Je sais pas, dites-moi. Je vois tout à fait les petites calculatrices avec des gens qui tapent toute la journée à une main pour faire des comptes de boutique ou de machin, et cetera, un peu comme dans les films. Mais vraiment, je sais pas. C'est incroyable. C'est le truc que tu offres à un expert comptable qui part à la retraite. Ouais. Usine dans un bloc en inox, pourquoi pas, mais là, c'est plastique sur chaque carton. Pas du tout chaque carton, parce qu'ils le disent que c'est usiné dans un bloc d'aluminium. Donc derrière, la coque, la base de la coque de la calculette est en aluminium unibody comme un MacBook. Donc c'est plutôt propre. Mais c'est allé, c'est marrant. Je savais pas qu'il y avait un game autour de cette calculatrice. Academy qui dit: «Je suis seul au boulot à avoir encore une calculatrice fixe, ça me saoule d'ouvrir Excel pour les trucs simples». Ah, je trouve ça fou, moi. Roxas qui dit: «Je vois pas l'intérêt d'une calculette qui coûte 10 fois plus qu'une calculette qui fait les mêmes choses pour 20 balles». Roxas, comment tu fais pour avoir autant d'argent et me payer autant de subs et ne pas comprendre, encore une fois, le mindset des vrais riches, quoi? Arrête de penser en rapport qualité-prix, en rapport performance-prix, en rapport possibilité-prix. Voilà, ça c'est vraiment, encore une fois, arrêtons de faire de la richophobie. Là, ce que tu veux, c'est que tes petits doigts boudinés et parfaitement manucurés, à force de calculer les loyers ou de tes locataires ou les salaires non augmentés de tes employés, ils vont créer une patine sur cette calculatrice. Voilà. Cette calculatrice, elle aura vécu des expériences avec toi. C'est elle qui aura calculé tes bonus. C'est elle qui aura calculé ton évasion fiscale. Voilà. Donc, c'est un truc personnel, ça n'a rien à voir avec des trucs de pauvres comme des calculatrices en plastique. Là, c'est un truc qui est c'est un truc de riche, quoi. Incroyable. Ça fait plaisir. Dabla qui dit: «Pour mon taf, je suis obligé d'utiliser une calculatrice». Mais est-ce que tu utilises une calculatrice comme ça? Moi, je pensais que les dernières personnes qui utilisaient encore des calculatrices, c'était genre au moins des calculatrices scientifiques parce que là, ça fait vraiment la calculatrice de comptable de base, quoi. C'est qu'on est d'accord, c'est quand même très, très limité en termes de possibilités, non? Moi, je me rappelle, j'ai toujours la HP 48GX, hein. Calculatrice scientifique, qui se manipule en polonaise inversée, tout à fait. C'est vrai, je n'invente rien. C'est l'argent de qui le chiffre sur la calculette? Je sais pas. Est-ce que je vous ai fait un petit peu rêver quand même? Est-ce que je vous ai fait un petit peu rêver avec cette calculatrice, la S100X JC1U? Voilà. C'est pas fini les trucs qui coûtent cher, hein. C'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que, on va rester dans non, commence pas Roxas, commence pas Roxas à engrainer les gens. On va rester dans les trucs chers.
histoire de en fait, ça aurait pu être j'aurais dû faire ce stream avec Ken Bogard parce que là, je vais vous montrer un truc qui coûte très cher parce que ça va être ma transition vers, Ken Bogard va être ma transition. Voilà, ça va être ma transition vers la grosse annonce de chez, BMW et on va parler notamment de narines. Vous allez voir, vous dites: «Quoi? Pourquoi des narines?» Parce que les narines chez BMW, c'est important. Mais je voulais vous montrer un vélo qui coûte très cher. C'est un vélo de time trial, donc ce sont des vélos de ce qu'on appelle de contre-la-montre, qui ont une silhouette toujours un peu spéciale, voilà. Et il s'avère que Factor en fait un et donc leur vélo de contre-la-montre s'appelle le Factor One et il vaut environ 7 500 €, ce qui est moyennement cher pour un vélo de ce genre. Si vous avez déjà vu les contre-la-montre au Tour de France, et vous voyez la gueule des vélos de Remco Evenepoel, vous dites: Ça, je sens que ça coûte très cher. C'était testé en soufflerie il y a longtemps». OK, oui, tout à fait. Mais Factor s'est dit: «Bon, c'est bien joué de faire des vélos de contre-la-montre à 7 500 balles, mais est-ce qu'on peut upper un peu?» Pour ça, évidemment, il fallait une excuse et cette excuse s'appelle Bugatti, puisque voici le Factor One Bugatti Edition. Un vélo qui commence à 20 il est où? Qui commence à 23 600 de base. Voilà. Pour ce prix-là, vous avez évidemment des petits raffinements comme, eh bien du, carbone tressé avec une triple fibre, exclusive. La couleur Bugatti bien sûr pour dire vraiment, je pense que tu passes pour un énorme blaireau, mais bon bref, pour vous la péter sur le polygone de Saint-Cloud ou du bois de Vincennes. Une fourche qui, Factor s'en vante, n'est même pas légale de l'UCI. Donc si un jour vous voulez faire une vraie compète sanctionnée par l'UCI, donc l'Union cycliste internationale, vous ne pourrez pas avec cette fourche et vous allez voir pourquoi, parce que c'est la mode en ce moment des fourches ultra élargies. Avant, on pensait que l'aérodynamisme des vélos, c'était des fourches qui rasaient les roues et les pneus. Désormais, c'est l'inverse et regardez-moi cette fourche, elle est un peu dingue vue de face. Est-ce qu'on a une vue de face? Regardez la fourche, elle est complètement folle. La fourche, elle est folle. Voilà. Beau bébé et surtout, un slogan que je ne connaissais pas, mais que je trouve, affreux, qui fait vraiment d'ailleurs pour le même pas pour la blague, qui fait très nouveau riche, qui est: «Si c'est comparable, ce n'est pas Bugatti». Voilà, du carbone partout, des matériaux nobles, tout ce qu'on aime. Voilà, si c'est comparable, ce n'est plus Bugatti. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, évidemment, c'est pour moi. Voilà, donc on rappelle aux gens, si on arrive tous et toutes à faire une cagnotte, Lydia là, ou une cagnotte, je sais plus comment ça s'appelle là. On peut payer à Ken un vélo et une calculatrice, ça ne nous coûtera que à peu près 23 700, 24 200 €, les doigts dans le nez. Ça va. C'est très, très beau. Parfait le passage de haut pour le convertir en gravel et mettre des pneus 2,65. Ah le gâchis. Je pense qu'il y a des gens qui pèteraient des câbles si on mettait des roues de VTT là-dessus. Ah là là. Et encore, me lancez pas, il y a tout le débat maintenant des roues 32 pouces dans le gravel et le VTT qui est en train d'arriver et il risque d'avoir une nouvelle norme de roues encore plus grande que les roues actuelles. Mais bon, bref, je suis même pas sûr que ça fasse plaisir à un passionné. Je pense pas non plus. Mais vous savez, en ce moment, il y a tellement d'engouement autour du vélo et du running, que des gens, qui des fois ont beaucoup de moyens, s'achètent, de l'équipement pardon, de vélo de running en mode, let's go, hein. Donc bon, j'ai envie de dire, si tu as envie d'aller faire, ta petite chauffe, sur, les alentours de Monaco le matin et que ta voiture de base, elle vaut entre 500 et 1 million, tu dis: «Bah, mon vélo au moins il est raccord, quoi». Comme ça quand j'accroche mon vélo à l'arrière de ma Bugatti Chiron avec, sa remorque à boules pour la caravane, bon, bah, au moins c'est raccord et ça se voit pas trop. Voilà, bref, c'était la blague évidemment de ce vélo de merde. Pardon. Je voulais vous montrer un autre vélo maintenant qui, vous allez voir, est très, très chouette, avant de passer à la voiture. Où est-ce qu'il est mon autre vélo qui est très, très chouette? Il est là. Attention mesdames et messieurs, c'est un vélo vous pensez avoir déjà vu ce vélo, mais en fait, vous l'avez pas encore vu. Tout à fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vous a déjà montré les vélos allongés. Vous savez, ces sortes de vélos où vous êtes assis vraiment en arrière comme dans un siège, les jambes sont devant et pas en dessous de vous, vous pédalez et des fois, vous pouvez même vous aider des mains avec des pédales. Voici un nouveau type de vélo pour aller vachement vite, développé par des Allemands, ce sera ma transition vers BMW bien sûr. C'est le Vélogym 1, qui est un vélo assis, donc assis couché, qui vous permet de pédaler, mais qui a une mécanique supplémentaire et décorrélée qui vous permet de faire les pecs. C'est comme si à chaque sub, je donnais un coup de pompe de vélo.
Et donc vous pouvez, eh bien, en plus, venir taffer vos triceps, vos biceps et vos pecs en faisant des sortes de pompes en plus de vos pieds. Donc là où c'est intéressant, parce que je sens que vous êtes en train de rigoler, de vous moquer déjà, alors que moi je trouve ça intéressant. Mais là, c'est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de pomper avec les mains pour avancer. Vous pouvez ne pédaler qu'avec les jambes et ne rien faire d'autre. Et si vous voulez avoir des énormes pecs comme moi après toutes mes pompes, et regardez la vie avec confiance comme cette jeune dame, eh bien, vous avez ce système. Je trouve ça assez rigolo. Et d'ailleurs aussi, ce qui est rigolo, c'est que ces poignées qui servent à pomper servent aussi à freiner, à passer vitesse, et vous pouvez aussi tourner avec. Voilà, il y a un système un peu de direction dans les manivelles. Évidemment, quand je vois ça, quand je vois ça, est-ce qu'on vient pas de voir le Z-Event 2026 de Johan Verdier? Je vous le demande. Oh là là, on peut même déraper pour se la péter, impressionner les jeunes. Aïe aïe aïe, ça va être incroyable. Et est-ce qu'il y a pas un monde où on fait le vent tout jambes, le vent tout bras? Je sais pas. Bon, voilà. Je vous mets le lien, ça s'appelle Vélo Gym. Mince, désolé, c'est une news dont je vous parlerai pas. Hop, et ça n'en est qu'au stade de proto. Après, je trouve ça pas con pour les gens qui ont déjà testé les vélos, dans cette poisson sont souvent très efficaces, voire plus efficaces que des vélos classiques pour faire des longues distances. On est mieux installé, on a moins de prise au vent, let's go. Avec l'aide des mains, on gagne en puissance, j'ai envie de dire pourquoi pas? Et puis enfin, on n'aura pas un corps de grenouille comme ces putains de Jonas Vingegaard là qui ont des grosses cuisses et des tout petits bras et des tout petits torses. On va enfin avoir un corps un peu harmonieux quoi. Merde! Bon, je peux pas vous en dire plus parce que c'était qu'un prototype, il y a même pas de prix scandaleux derrière pour dire c'est une honte. Mais je vous avoue que ça me ferait rigoler de tester ça, personnellement. Il a l'air d'être lourd le vélo. Bah, je pense que c'est plus lourd qu'un vélo classique puisqu'il a beaucoup plus de mécanique qu'un vélo classique, hein, donc oui, oui. C'est clairement on a plus de cadre que sur un vélo classique. Il y a une roue de plus que sur un vélo classique, même si, les 2 roues avant sont petites. Il y a la mécanique classique des pédales, mais à la place de la direction, en en mettant, une direction plus mécanique, dans les manivelles. Donc oui, ça n'aide pas, quoi. Ça m'a fait rigoler. Je vous avoue que ça m'a fait rigoler. Voilà. Maintenant, en parlant d'innovation dans, eh bien dans l'industriellement du déplacement, évidemment, évidemment, il fallait que je vous parle de la Neue Klasse de chez BMW, puisque BMW a, ça y est, sorti ses premières voitures avec une plateforme électrique nouvelle génération. Donc je vous rappelle que BMW faisait partie des tout premiers constructeurs de voitures électriques qui étaient disponibles dans le commerce. Donc je vous rappelle qu'ils avaient un scooter légendaire, un scooter électrique, on l'a vu passer dans les rues, vous l'avez déjà vu passer, blanc et jaune fluo. Ils avaient aussi, donc la X8, si je ne m'abuse, ou la i8 et la i3. Donc c'était une supercar de sport avec, 70 kilomètres d'autonomie et une petite citadine qui se sont plutôt bien vendues à l'époque. Après, ils ont été complètement dépassés par les voitures électriques, plus modernes, toute la génération Tesla. Mais donc bref, je vous rappelle que BMW était parmi les précurseurs des véhicules électriques disponibles pour le grand public. Ça fait longtemps maintenant qu'ils ont des véhicules électriques, évidemment, ils ont continué à en faire BMW, mais ils ont plutôt converti des véhicules thermiques, hem, en véhicules électriques. Donc, les voitures actuelles, genre la i4, toutes les voitures actuelles sont des conversions. Mais ils avaient promis depuis longtemps qu'ils allaient sortir enfin des véhicules électriques natifs nouvelle génération, et ils sont sortis, et donc ils sont 2 sur la même plateforme. Donc vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants sur l'autonomie, sur, les performances, mais surtout sur le style. Parce que je vous rappelle que BMW depuis plusieurs années, c'est un style que je dirais un peu torturé, pour dire la chose poliment, et vous allez voir, tout va se passer sur la calandre. Puisque voici le iX3 de chez BMW qui est le SUV avec, vous voyez, le retour des narines horizontales qui était la calandre signature de BMW qui avait un peu disparu ces dernières années, qui a été un peu déformée. Vous avez désormais, eh ben, une calandre, très spéciale quand même. Est-ce que c'est reconnaissable? Oui. Est-ce que c'est beau? Et donc ce qui est intéressant, c'est que BMW, s'enorgueillit d'avoir déjà reçu, plus de 50 000 précommandes pour leur SUV. Je sais pas. Alors déjà de profil, je le trouve horrible, bon déjà un SUV c'est rarement très beau, mais là vraiment de profil, je le trouve très laid. J'avoue que les feux arrière, je les trouve très, très beaux. Les feux arrière sont vraiment, vraiment très, très beaux. Voilà, j'aime beaucoup ça, c'est cool. Mais les feux avant, voilà. Vous voulez de la narine? On va continuer, la narine Le Pen.
Si vous voulez voir de la narine qui fait de la peine, voici maintenant la i3 de chez BMW et ce coup-ci, la narine, elle est à l'horizontale et intégrée dans les feux. Voilà. Regardez-moi les grosses narines horizontales. Personnellement, je préfère. Mais pareil, après, j'ai vu la voiture de profil. Mais on dirait une voiture qui est un peu déformée ou qui est un peu cassée. Pourquoi chez BMW, ils ont toujours des trucs un peu genre chelous en termes de silhouette, en termes de proportion, en termes de blocs. Je sais pas. Mais, j'ai envie de dire la calandre avant est un peu mieux, je trouve. Mais vous voyez qu'ici, donc on a une voiture qui est vraiment full, narine horizontale. C'est un peu comme si, vous voyez, les narines là qui étaient à la verticale, elles avaient tourné pour rentrer dans les phares. Donc ici, on a les narines verticales qui sont rentrées voilà, qui sont là. Et on a l'impression que ces 2 narines verticales là, elles ont pivoté pour rentrer dans les 2 gros blocs ici. Mais du coup, ça fait un peu chelou d'avoir 2 énormes blocs transparents là, devant la voiture, non? Je trouve pas que c'est chelou? Bon, je sais pas. Personnellement, je trouve que ça rend mieux sur cette voiture que sur le SUV, mais encore une fois, j'essaie de mettre un colorier qui est bien voyant. Vous trouvez pas que la voiture, elle a un problème de proportion? Elle est pas un peu chelou la voiture? Chelou pour moi, c'est une manière polie de dire vraiment laide. Elle est vraiment pas belle, hein. Il y a un problème d'harmonie, mais bon, encore une fois, chez BMW, depuis longtemps, ils ont des carrosseries vraiment très torturées. Oh non, celle-là, je suis désolé. Je sais pas. On s'appelle la Neue Classe et ces 2 voitures sont censées incarner le renouveau de BMW dans les voitures électriques. Bon, je vous rappelle qu'il y avait un autre SUV de BMW qu'on avait montré à l'époque. La calandre verticale était tellement ridicule qu'on a appelé ça le bouclier de Spartiate, tellement que la calandre, tu pouvais la détacher pour en faire un bouclier, quoi, littéralement. Là, on va dire que c'est un peu plus mesuré, mais c'est quand même en plus, il y a des LED autour du truc, là, c'est vraiment enfin, je sais pas. Si, je sais. C'est quand même spécial, hein. Happy Meal qui dit: «Les poignées dissimulées, j'en peux plus perso». Alors, je vous rappelle que la Chine est en train d'interdire les poignées dissimulées et que désormais les constructeurs de véhicules seront obligés de livrer des voitures qui peuvent s'ouvrir et se fermer de manière mécanique de l'extérieur comme de l'intérieur et notamment les derniers accidents, sur certains véhicules comme les Tesla avaient un petit peu poussé à ce genre de, réforme. Voilà donc, les poignées, full intégrées, un peu stylées, machin et tout, aérodynamiques mais pas très sécurisées, eh bien ça va disparaître normalement en Chine. Donc si ça disparaît en Chine, c'est que ça va disparaître dans le reste des pays. Bizarre, non? Comment s'appelaient les spécialistes de la voiture? Comment s'appelait le SUV BMW avec une calandre verticale gigantesque qui ressemblait à un bouclier de Spartiate, qui était horrible. Horrible, horrible. Je sais plus ce que c'était. La GT? Je sais plus, on va trouver. C'est un SUV avec une calandre verticale. Alors déjà ça, non mais regardez-moi le truc quoi. Non, c'est un truc avec, les narines verticales, c'est un non mais c'est horrible, putain, c'est un hippopotame le truc. Oh là là. C'est terrible, hein. Vraiment le design, c'est terrible. Non, il y en a une avec un truc encore plus grand. X8, je sais pas. C'est un truc, genre, non, c'était une calandre qui était verticale, qui était immense, que je vous avais montré. Non, mais c'est tellement laid ces narines à l'avant, c'est terrible, hein. Heu, comment on appelle une calandre, ou une bouche d'aération, en anglais? C'était ça. Ah là 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 là, mais regarde-moi ce truc-là. Regarde-moi cette grille des enfers. C'était ce truc-là, là, front face. Non mais regardez-moi ça, quoi. Ah oh là là, terrible. Non mais regarde-moi la taille du truc, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, je comprends pas. BMW G M3 et M4. Donc c'est BMW G Series M3 et M4. Non mais déjà avec la plaque d'immatriculation posée dessus, c'est vraiment terrible, hein. Terrible. Bon bref, je sais pas, je sais pas. Il y a peut-être des fans de BMW dans le chat. Je crois que c'est quand même des bonnes voitures à la base, les BMW. Mais ouais, c'est terrible, vraiment terrible. Allez, on passe à autre chose. On a terminé maintenant les gens avec la tech. On va passer aux jeux vidéo. Est-ce qu'on a tout fait? Bon, j'avais quand même beaucoup de choses à vous montrer d'un point de vue véhicule avec, allez pour terminer, heu, j'ai envie de dire un motif d'espoir, les gens, pour terminer dans la voiture.
un motif d'espoir puisque bientôt, vous pourrez, eh bien, vous payer une Porsche Taycan pour 25 000 €, heu, parce qu'il suffit d'acheter une copie chinoise, voilà. Une nouvelle marque qui vient de se montrer, en Chine et ils n'ont pas hésité à montrer leurs véhicules qui sont littéralement des Porsche Taycan Cross Turismo, des Porsche Taycan tout court. Vraiment genre, ouais, ils ont pas hésité, quoi. Ce sont des vrais véhicules qui vont sortir en Chine et qui commenceront autour des 27 000 €. Ils ont vraiment copié-collé les véhicules. Ils ne se sont pas pris la tête, hein. Je vous rappelle que les Porsche Taycan, sont des véhicules qui étaient très, très populaires, qui sont en crise actuellement, qui décodent beaucoup. Mais en Chine, on était un peu fan de ce design, hein. La Porsche Taycan était un peu la première supercar, noble de sang, électrique et performante. Et depuis, voilà, les ventes se sont bien effondrées. La cote s'est bien effondrée, mais je pense que le style reste, eh bien, populaire. Je vous rappelle que la Xiaomi SU7 qui va arriver, prochainement en France, s'inspire grandement aussi de Porsche pour son design et de McLaren pour les phares. Mais là, je sais plus comment s'appelle ce constructeur chinois, c'est un délire, hein. Vraiment et c'est là genre, ils s'en foutent. Je vous rappelle encore une fois qu'en Chine, n'est pas récompensée l'idée, mais récompensée la meilleure exécution d'une idée. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Hop, c'est parti! Les gens, deuxième série de pompes. Après, je vais me reprendre de l'eau et après, on attaque le jeu vidéo. Il est déjà 16h11. On fera pas tout le jeu vidéo aujourd'hui. On fera évidemment le point le plus brûlant qui est le DLSS 5 de Nvidia. Ça va être terrible, ça va être terrible. Mais avant cela, hop, vous voyez, j'ai enlevé mes claquettes. Hop, hop, c'est pour passer, pour faire des pompes. Donc voilà, je l'ai croisé en version camouflée, la SU7. Bah, j'imagine qu'ils sont en train de faire les tests, hein, parce que je vous rappelle qu'elle sera livrée en France en 2027. Donc il y a peut-être des tests d'homologation actuellement, mais voilà. Bref, j'en profite aussi maintenant qu'on est plus dans le chat qu'au début de ce stream pour vous dire que je vous rappelle que j'ai des nouveaux bureaux chez Wakano que je vais investir dans un mois, mi-avril à peu près. Et donc, eh bien, n'hésitez pas à me donner des idées parce que je vais essayer d'aménager ces bureaux et parce que la vie n'étant pas un changement près, je vais aussi très certainement déménager et dans les possibilités, les pistes de déménagement que j'ai, il y a un appartement qui serait un peu à modifier, voilà, pour qu'il soit bien, mais il faut le modifier. Donc l'appartement n'est pas trop cher, pour ce que c'est, mais il faut le modifier et pour ça donc on cherche avec ma meuf un architecte ou une architecte, donc pas forcément non, même pas architecte d'intérieur, mais une personne qui est capable de faire des travaux plus radicaux, notamment au niveau d'une mezzanine, d'un sol, dans des trucs un peu plus costauds, quoi. Construire ou détruire une mezzanine, par exemple. Donc si dans le chat, vous avez des sources, des proches, des gens que vous trouvez bien, avec qui vous avez bossé en tant qu'architecte pour modifier des appartements ou des lieux, je suis très, 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 très preneur. Je ne vais pas modifier mes bureaux chez Wakano, parce que chez Wakano, j'ai un 18 mètres carrés, donc c'est tout petit, il n'y a rien à modifier. Mais chez Wakano, il va falloir quand même que j'habite un peu ces bureaux. Donc je vous montrerai un plan. Après, le plan, c'est un rectangle, hein. Donc, comment on va essayer d'installer au mieux, mettre des mousses, de la lumière et tout. Et j'essaierai évidemment de produire de là-bas. Mais ça y est, je sors de ma chambre à coucher. C'est-à-dire que là, vous voyez, maintenant, là, je peux vraiment m'asseoir sur mon lit. Ça y est, je vais avoir un lieu. Je vais sortir de ma chambre. Ça me coûte un peu d'argent, mais j'espère que l'investissement sera worth. Après, l'idée aussi, je vous rappelle, c'est que je vais chez Wakano aussi pour avoir un accompagnement entrepreneurial. J'ai des idées, j'ai envie de passer la seconde par rapport au stream que je fais actuellement, et cetera. Donc il y a plein de choses à faire. Il faut que je sois accompagné parce que je suis pas très bon. Donc voilà. Un peu toutes les discussions qu'on a eues il y a 2 ans, quand j'avais voulu intégrer Wakano, mais qu'il n'y avait pas le bon local et que j'avais pas les moyens d'intégrer, eh bien, leurs locaux. 2 ans plus tard, avec pas mal d'expérience derrière. Heu, mais ouais, je suis trop content. Heu, j'ai une mannequin sur Discord, ça peut être une bonne inspiration, dit Benzoïd. J'espère que c'est pas celle du mec qui a qui a un casque de réalité virtuelle dans un garage avec un lit entouré de 2 voitures et de 3 sex dolls. J'espère que c'est pas on parle pas du même, la même man cave. Bref. Voilà, il y a Vissé sur Instagram qui a bossé avec Mehdi Maizi du Spankmaster. Je sais pas qui c'est, mais si tu un lien, n'hésite pas à Spankmaster. En gros, voilà, je vais très certainement changer de lieu de vie dans les prochaines semaines, de lieu de travail dans les prochaines semaines, c'est sûr même, voilà. Et je vais très certainement changer de lieu de vie privé dans les prochains mois. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Mais si vous avez des contacts ou des pistes d'architectes, très, très, très preneurs. Puisque depuis mardi, c'est le feu avec évidemment, le plus gros bad buzz du printemps, le DLSS 5 et toute la saga de shitstorm qu'il y a autour
de la nouvelle fonctionnalité du DLSS de chez NVIDIA. Donc il faut en faire un peu une histoire, hein, quand même. À la base, le DLSS, c'est une histoire de super sampling avec de l'IA. Donc je vous rappelle que le DLSS permettait à une carte graphique NVIDIA et à de l'entraînement via de l'IA. À l'époque, on était encore un peu nouveau par rapport à ça, mais c'était un peu le début de la révolution. Eh bien, d'afficher une image en 4K, alors que l'image était à la base générée dans une résolution qui était 4, 5, 6 fois moindre que ça. Et que comme la carte graphique avait été entraînée sur le jeu, qu'elle savait à peu près où le truc arrivait, on pouvait augmenter la résolution. Et c'était une fausse résolution, encore une fois. Et c'était pas comment dire? Heu, c'était pas la première fois, encore une fois, qu'il y a du super sampling pour augmenter une résolution parce que en vrai, faire la 4K native, ça coûte très cher et encore plus sur les machines d'il y a 6 ou 7 ans. Et voilà, donc le DLSS, donc qui était le super sampling, IA de NVIDIA, avait été lancé dans une ambiance où, bah, déjà NVIDIA était pas aussi omniprésent dans la discussion qu'actuellement, mais sur fond de: «Ouais, on s'en fout, ça va être un peu foireux, il y aura des artefacts et tout». Est arrivé le DLSS 1.5 et là, tout le monde a fait: «Ouh, OK». Et donc le fameux cas, notamment Death Stranding, qui s'était révélé être plus beau avec une fausse résolution qu'avec une vraie, ce qui était un peu dingo. Le DLSS depuis est devenu une technologie qui a tellement apporté, j'ai envie de dire, aux jeux vidéo, qu'elle est reprise partout et que désormais vous avez le DLSS chez Nvidia, vous avez le FSR chez AMD, le XeSS chez, Intel, le DirectSS, c'est pas très cool à dire comme ça, je sais plus, chez Microsoft. La version, Sony du FSR qui s'appelle le PSSR, le DLSS qui est présent dans la Switch 2. Il y en a partout parce que c'est évidemment beaucoup plus intéressant de dire, bah, en fait, tu fais tourner ton jeu en 720p et grâce à l'IA, il va te rendre une 4K tout à fait propre. Donc tout le monde était là, genre: «Trop, trop bien. OK, le DLSS, c'est trop bien». Et puis après, le DLSS arrive dans plusieurs versions et puis on a eu notamment le DLSS, 3 qui a apporté le frame generation qui a aussi beaucoup fait discuter. Parce que le frame generation, c'était des fausses frames. En plus de vous générer des détails et de générer de la résolution dans une image, eh bien désormais, on allait interpoler intelligemment, et mieux qu'une interpolation, on va dire, purement électronique. On allait interpoler des images avec des fausses images générées par IA. On a appelé ça les fake frames, mais en vrai, ça marchait plutôt bien, et notamment dans les jeux solo, au prix, d'une latence légèrement supérieure. On a des jeux qui se révèlent beaucoup plus fluides tout simplement, et le rendu aujourd'hui est vraiment assez impressionnant. Est arrivé ensuite le DLSS 4 et avec le DLSS 4, eh bien, on a multiplié le nombre de frames qui étaient générés. Pour une image réelle, l'IA allait vous générer jusqu'à 3 images fausses. Voilà. Suivant les jeux, ça marchait plutôt bien et encore une fois, j'étais un peu étonné de me dire qu'un truc qui était sur le papier aussi choquant et aussi problématique, en jeu, ça marchait plutôt bien. Et puis est arrivée la dernière version, le DLSS 4.5, et le DLSS 4.5 vous permettait d'aller jusqu'à 6 images fausses pour une image réelle. Là, on se pose des questions sur le temps de latence, sur la fidélité, sur le naturel, sur les artefacts, parce que si à un moment tu appuies sur ta manette de jeu et qu'autrement tu appuies sur ta manette de jeu et le moment où il y a le résultat, il a comme généré 6 fausses images, c'est un peu bizarre. Mais ce n'était évidemment rien par rapport au DLSS 5 qui, lui, vous permet littéralement d'appliquer, et vous allez voir, c'est plus compliqué que ça, un rendu, c'est pas un filtre, c'est un Right. rendu sur The des first thing that I persos think sticks out à to anyone l'envie. here is the Donc là, je vous montre la photorealism of vidéo Grace's de face. Digital Foundry qui l'a And it's testé, almost qui like he d'ailleurs, was vous allez staring voir, at the c'est pris un ground bad after buzz moving. monstrueux, puisque il a été, ce DLSS 5, montré en grande pompe par Nvidia mardi dernier, en expliquant que ça allait être la plus grande révolution du DLSS depuis le début du DLSS, ça arrive cet automne. Et on a vu des démos, et bien sur évidemment Resident Evil, sur Starfield, sur Hogwarts Legacy, sur plein de persos, et c'était évidemment catastrophique, et vous allez voir pour plein de raisons. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. La mauvaise raison pour laquelle, histoire d'évacuer le truc jusque maintenant, la mauvaise raison pour laquelle ce DLSS s'est pris un procès, c'est que, bah, on a l'impression évidemment que, ici, on a yassifaïsé, redconisé des persos de jeux vidéo connus, et qu'on n'a pas juste ajouté des détails et du rendu sur les persos, c'est qu'on les a littéralement défigurés. J'en veux ici évidemment Grace, Ashcroft, qui se retrouve avec des lèvres ultra pulpeuses, un nez qui a été resculpté, et cetera. Je vous rappelle que c'est pas un filtre, hein, c'est quelque chose qui a agi au niveau de la géométrie même du jeu. Hogwarts Legacy, attendez, dans Hogwarts Legacy, immense malaise. Hogwarts Legacy, il est où le Hogwarts Legacy? Je crois qu'on l'a dans la démo ici.
Hogwarts Legacy avec l'esthétique, du perso, qui est censé être un étudiant collégien, voilà ici, heu, là j'ai 15 ans, bon bah, là j'en ai 34 mais maquillé comme un mec de 15 ans et évidemment on reconnaît, tout le style de l'IA qui est vraiment ce style désormais qu'on reconnaît beaucoup trop avec une gestion de la lumière qui est étrangement exagérée sur les visages et étrangement absente sur les décors. Puisque vous allez voir que sur les décors, je vous mets le lien, hein, quand même vers cette annonce. Le lien sur les décors, pareil, un choix très, très pauvre de la démonstration parce que Assassin's Creed, regardez bien les paysages, le paysage d'Assassin's Creed à la base, le paysage d'Assassin's Creed après, il y a plus d'ombre en fait, il y a plus d'ombre. Donc vraiment c'est vraiment, c'est un problème. Bon bref. Donc les choix d'NVIDIA ont été malheureux. Mais j'ai envie de dire qu'en soi, l'idée que, le rendu assisté par de l'IA arrive dans les jeux vidéo me paraît complètement dans la logique des choses. Encore une fois, sur la technologie pure elle-même, encore une fois, je vous rappelle, c'est pas un filtre, hein, on est vraiment sur au niveau de la géométrie du rendu. Le fait qu'on puisse intégrer bientôt de l'IA pour décharger, pour avoir plus de détails et décharger, en termes de puissance pure et dure, ça me paraît logique. Est-ce que ça va être bien fait? Je sais pas. Est-ce que ça a été mal fait? Si, bien sûr. Donc le procès de la technologie elle-même, pour moi, c'est le même procès que pour le DLSS 1.0 tel quel, la génération de frames et cetera. Les technologies mises en place par les développeurs pour truquer et obtenir un truc qui est plus sexy qu'il ne l'est en réalité et pour calculer les choses, qui apparaissent et moins bien quand elles sont loin ou quand elles sont pas près de la vision, enfin tricher quoi globalement pour le rendu, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange évidemment et là je rejoins le concert de gens qui ont absolument hurlé, c'est que, déjà les choix sont très, très malheureux de la part d'NVIDIA et aussi ça veut aussi dire que le moteur de rendu d'NVIDIA va devenir peut-être le courant esthétique de demain. Voilà, de la même manière qu'à un moment on a reconnu un peu l'esthétique à Unreal Engine, peut-être que demain la manière dont NVIDIA pense qu'un perso comme Grace Ashford doit ressembler ou comme d'autres persos et cetera, ça va devenir la norme et ça évidemment c'est un vrai, vrai problème parce que ça veut dire qu'on a une hégémonie esthétique et une hégémonie dans la DA. Voilà, encore une fois. Donc, ce rendu qui est vraiment très, très AI slop, comme on le sait tous et toutes globalement, c'est à la fois impressionnant parce qu'il y a plein de détails et trucs, on est là genre, oh ouais, au premier abord, ça rend bien. Et puis, c'est un malaise parce que le choix, encore une fois, le perso ne veut plus rien dire. Ce perso ne veut plus rien dire, puisque, bon, déjà, il est, bon, pour un perso de 15 ans, c'était déjà un jeune vieux. Mais bon, là, vraiment, c'est complètement débile. Et évidemment, le point qui a le plus fait hurler, c'était évidemment Ashley, qui est vraiment, c'était vraiment une catastrophe, ce point-là. C'était vraiment, on dirait vraiment les mecs qui tombent sur des annonces pour avoir ta girlfriend en IA. Enfin, vraiment, cette esthétique que tout le monde déteste, hein, globalement, la voir ici présentée par Nvidia, c'est une catastrophe. Et c'est en fait là où je ne comprends pas, enfin, je comprends, mais ça me rend fou. Nvidia, aujourd'hui, est une entreprise qui est une entreprise de B2B. Ça veut dire que la source de revenu numéro un, c'est l'IA. La source de revenu numéro 2, c'est le network et les réseaux. Et la source de revenu numéro 3, c'est le jeu vidéo. Donc vraiment, le jeu vidéo, c'est rien. Mais Nvidia connaît le jeu vidéo. Donc, ils savent, encore une fois, la réaction épidermique de la communauté du jeu vidéo et même du grand public en général autour de tout ce qui est généré par IA. Pourquoi avoir utilisé des persos connus pour faire la démo de leur technologie? Ils savaient, c'est pas possible qu'ils ne savaient pas. Bref. Si Nvidia nous avait dit: «On vous montre un nouveau jeu avec un rendu qui est hyper bien» et tu regardes le rendu du jeu, imaginons c'est Elder Scrolls 6 ou je sais pas, un jeu qu'on ne connaît pas, mais Nvidia dit: «Voilà le futur du jeu vidéo» et on vous montre un Witcher 4, Elder Scrolls 6, machin et cetera, très beau et d'un coup ils disent: «Voilà quand on enlève le DLSS à quoi ressemble le jeu» et vous dites là genre: «Waouh! Ah non, là le DLSS a apporté énormément par rapport au jeu». OK, donc en fait là on aurait focalisé sur le rendu peut-être. On aurait focalisé sur, le gap de rendu par rapport au gap de puissance nécessaire pour ce gap de rendu. On aurait eu des réflexions et des discussions assez intéressantes là-dessus. Mais c'est grâce à Ashcroft, pardon, j'arrête pas de me gourer. Heu, là, Nvidia, elles ont pris des persos qu'on connaît, des persos qu'on aime et ils les ont transformés. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un point de repère avant-après, mais un point de repère avant-après qui est pas un point de repère, technologique, c'est un point de repère culturel.
Et donc ils ont pris Léon, ils ont pris Grace, ils ont pris, Starfield, ils ont pris, Indiana Jones et ils ont déformé tout le monde. Ils ont pris FIFA et ils ont déformé tout le monde et ils ont pris la sauce de ouf. On va en parler après parce que vous allez voir que la sauce n'est pas terminée, mais c'était vraiment une catastrophe. Autre point encore une fois, c'est aussi que leur DA qui est très une DA qui est très IA HDR fait qu'il y a plein de gens qui ont dit: «Mais en fait, votre rendu là, photoréaliste aussi, c'est un rendu qui casse». Là, il y avait un filtre chaud qui a disparu, les ombres ont disparu. Je vous parle même pas des visages qui sont vraiment enfin, c'est une catastrophe les visages, voilà. Heu il y a un problème non seulement technologique, il y a un problème artistique et puis il y a un vrai problème éthique autour de ce qui est en train de se passer, quoi. Puisqu'on parle de, la fin de la DA, on parle de développeurs qui vont devenir flemmards parce qu'ils vont pas optimiser leur jeu en espérant que l'IA fasse tout le reste derrière. On parle d'un problème aussi de comment dire? On parle d'un problème de rapport, aux développeurs, aux développeuses de jeux vidéo, qui ont plus leur mot à dire. Bref, il y a R qui va, il y a vraiment rien qui va. On est sorti de simple upscaling dit wavy. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, le DLSS depuis, le terme DLSS est resté parce que c'est vraiment un terme qui est désormais connu chez les gamers, et les gameuses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sous le terme ombrelle DLSS d'NVIDIA se cachent tous les efforts de l'IA pour le rendu du jeu vidéo. Voilà. Donc, il y a la technologie en elle-même, elle est très intéressante, mais l'application, la manière de le montrer, le contexte dans lequel on est par rapport aux géants de la tech, par rapport à l'IA spécifiquement et par rapport à Nvidia en particulier, il y a rien qui allait. Ce sous Channing Tatum là, c'est vraiment terrible. Donc vraiment, il y a un foutage de gueule et je vous épargne bien sûr tous les mèmes qui sont sortis là-dessus, on va parler maintenant de la suite, mais évidemment, ça a hurlé. J'ai beaucoup aimé notamment ce petit tweet ici, avec quelqu'un qui dit: «Mais qui voudrait de ce rendu?» et quelqu'un qui a dit: «J'ai peut-être une horrible, mais vraie, idée du genre de personne qui voudrait avoir ce rendu dégueulasse par IA». Évidemment, on se rappelle de ces légendaires, gamers avec un arrobase toxique qui étaient là genre: «C'est quoi ces femmes pas sexy? Higher fans s'il vous plaît», et qui depuis des années n'arrêtaient pas évidemment de spammer les réseaux sociaux avec leur rework, de ce que devrait être une héroïne de jeu vidéo. Sachant que encore une fois, je vous rappelle qu'une partie de ces comptes, c'est comme du rage bait et qu'en fait, ils pensent même pas à ce qu'ils disent, c'est juste que ça fait de l'engagement. Mais bon bref, je sais pas lequel est le pire du pire entre des gooners qui, pètent un câble parce qu'ils peuvent pas se masturber sur leur créature virtuelle préférée ou des mecs qui font de l'argent sur ces gooners. C'est un écosystème qui, fonctionne. Mais bon bref. En fait, je ne comprends pas comment Nvidia, qui quand même connaît la communauté des joueurs de jeux vidéo, connaît le jeu vidéo, connaît sa place dans le jeu vidéo, n'a pas pensé un instant qu'ils allaient se faire éclater la tronche là-dessus. Non mais Léon quoi. Léon, le mec, il on en parlait dans Jour de Play. Ce qui rendait Léon, extrêmement désirable, extrêmement charismatique dans Resident Evil Requiem, c'est que justement, c'était un mec qui était devenu un peu vieux. Les mecs, ils ont réussi à quand même le rajeunir alors que, Capcom a taffé pour faire de Léon un vieux beau. Vraiment, ils ont rien, rien, rien compris. Ils auraient pu travailler de manière tellement plus maligne là-dessus pour montrer des nouveautés sur Léon. Autour de ça, ils en ont fait un claviculaire ou un Lux Maxing de merde et Grace, ils en ont fait, bah, une IA girlfriends de base, quoi. Donc vraiment, c'est terrible, c'est terrible. À tel point que les développeurs eux-mêmes ont dû prendre la parole pour essayer de calmer les gens. Voilà. On a vu notamment, Bethesda ici sur un tweet répondre un peu poliment. Vous allez le voir dans quelques instants. Voilà. Pour dire, «Merci pour votre excitation et votre analyse du nouveau DLSS», hein, voilà. C'est un aperçu vraiment très, très early, voilà et nos, équipes artistiques vont bien sûr ajuster, la lumière et les effets finaux, voilà quoi. Tout sera évidemment sous contrôle comme dirait Daz et c'est désormais le mot d'ordre pour essayer d'éteindre l'incendie, puisque on a vu, notamment dans, attendez, c'est pas ici, hop, dans cette enquête de, eh bien, Insider Gaming, que beaucoup de développeurs n'étaient même pas au courant de ce qui allait être montré. Voilà et c'est assez incroyable puisque, des développeurs de chez Capcom, de chez Bethesda
ont découvert ce qui a été fait à leur jeu sans qu'ils le sachent. Donc j'imagine que c'était plutôt, quelque chose qui a été décidé au niveau marketing et au niveau business qu'au niveau vraiment dev et DA là-dessus. Mais, on a vu des éditeurs qui, le plus poliment possible, ont essayé de prendre leur distance avec ce rendu-là. Et donc, voilà, on sait que notamment, vous le voyez ici chez Capcom, Ubisoft, notamment, les gens n'étaient pas du tout, au courant. Donc j'imagine qu'ils étaient extrêmement vénères. Et aussi, l'autre problème qu'on a eu et l'autre gros problème, c'est que, rapporté ici par Tom Hardware qui était présent à la session de questions-réponses post, conférence d'NVIDIA sur la GTC où, en quelques minutes après la publication du DLSS 5, le net s'est enflammé par rapport à ce peinturlurage de leur héros et héroïne favoris et de leur jeu préféré sous le filtre, NVIDIA. Jensen Huang, c'est là où on voit encore une fois quand quelqu'un est vraiment hors sol. Hors sol, c'est que on est en communication de crise. Donc vraiment, l'internet entier, les développeurs, les journalistes, tout le monde te chie dessus sur ce que tu viens de faire tellement c'était, au mieux maladroit, au pire vraiment problématique pour l'industrie. Jensen Huang, premier truc qu'il fait pour la communication de crise, devant une assemblée de journalistes qui lui remontent les critiques mondiales autour du DLSS 5, il dit: «First of all, they are completely wrong». C'est un truc qui ne se dit jamais en com de crise. C'est le fameux message de Bethesda: «Nous avons entendu vos retours excitants et passionnés. On apprend beaucoup de vos retours. On va bien sûr travailler à changer, à faire mieux, machin et tout». Il est là genre: «Vous avez tort. First of all, they are wrong». C'est ce qu'il dit à toutes les personnes qui critiquent le DLSS 5. Et ensuite, il part dans son bullshitox, technologique en expliquant que le DLSS 5, ce n'est pas un simple filtre, comme un filtre Snap ou un filtre Instagram. C'est quelque chose qui agit au niveau donc des polygones de la géométrie de base. Il appelle ça le neural rendering, voilà, pour être sûr que vraiment ça va beaucoup plus deep. Mais il ne comprend pas que c'est pas ça le problème. Il comprend pas que le problème, c'est qu'encore une fois, on touche à la sacro-sainte DA, à l'approche des persos, au character design, au lightning qu'il y a dans des décors. Donc on touche à des métiers spécifiques et qui touchent aussi au niveau de l'art et pas de la pure technique. Donc aider à rendre un jeu plus fluide, c'est quelque chose. Donner un jeu des ombres et des lumières, des rendus de visage, des rendus de décors qui ne sont pas ceux qui étaient voulus au début, sous prétexte que ça rend mieux grâce à nous, hors sol. C'est c'est vraiment hors sol et ça montre encore une fois que Nvidia est vraiment dans un autre game pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nvidia là, ce qu'ils ont montré, c'est une démonstration qui n'est même pas là pour peut-être séduire les gamers parce qu'ils s'en bat les steaks. Ils sont là pour encore montrer la puissance d'NVIDIA dans l'IA parce que le business d'NVIDIA, c'est derrière de vendre des cartes graphiques, c'est de vendre des data centers, des solutions cloud, etc., des trucs dans les voitures embarquées à leurs clients et à faire gonfler leur valorisation en bourse. Et les gens à la bourse qui n'y connaissent rien globalement aux jeux vidéo, qui s'en battent les steaks, ont surtout vu de l'opportunité derrière et l'action Nvidia s'est pas effondrée en bourse comme elle s'est effondrée dans les cœurs des gamers, voilà. Donc ça qui était un peu fou, de voir, c'était cette énième gifle, on va dire, sur le travail artistique et humain, de la part de l'IA. Encore une fois, la solution en elle-même sur tout ce qu'elle peut faire, c'est très intéressant, il y a plein de choses. Mais quand on voit ce que font Spotify, ou Nvidia ou d'autres, heu, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Donc, on sait très bien à qui Nvidia s'adressait, en vrai. Donc, encore une fois, au gros de leur clientèle, au gros de leur actionnariat, au gros de leurs revenus, il y a pas de souci. Mais le fait que Nvidia vienne à la GTC, donc qui est à la GDC pardon, qui est la Games Developer Conference et qui montre ça sans que les développeurs soient au courant, en sachant très bien que le rendu allait être mauvais, c'est fou. Encore une fois, il y aurait complètement moyen pour Nvidia de présenter le DLSS 5, qui a l'air d'être surpuissant. Bon, encore une fois, le DLSS 5 est tourné sur 5090, enfin, vraiment, c'est un truc vénère. Ça n'arrive pas avant plusieurs mois. Si on avait montré, encore une fois, chez Nvidia, un futur jeu, ou un jeu pas connu, ou un jeu très vieux, genre Metal Gear Solid 1, et qu'on avait montré les différentes options, parce qu'encore une fois, la communication de crise de Jensen Huang, c'est de dire que évidemment, les artistes auront le contrôle total sur ce qu'ils veulent infuser ou pas de neural rendering de NVIDIA. Ça peut être très léger, très fort, et puis un peu comme un prompt, ils pourront dire
fais ressembler, Léon à ceci, rajoute cela, joue sur le truc et ils promettent, ce sera très fin et cetera et tu pourras même le désactiver si tu veux. On sait très bien que, à la fin, les gens vont aller là-dessus. Mais bon, bref. Hem, Ce qui est fou, c'est que ça me paraissait tellement simple de montrer cette technologie qui est impressionnante, sans s'attirer les foudres des gens. Enfin, en s'attirant moins les foudres des gens, parce qu'encore une fois, une IA qui commence à t'aider sur le rendu, on sait que ça fait trigger les gens à raison. Mais tu montrais un jeu qui va sortir ou qui n'est pas connu, ou qui a un minimum de trucs que les gens connaissent de loin, mais qui est pas Resident Evil Requiem, quoi, voilà, ou même Starfield et tu montres encore une fois la technologie et tu laisses de côté un petit peu la DA ou l'héritage ou la vision de l'auteur et cetera. Ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être autre chose. Peut-être qu'ils s'en foutent parce qu'ils pèsent 5 000 milliards de dollars, voilà. Mais je ne comprends pas comment ils n'ont pas compris. Voilà, je comprends pas comment ils ont fait une telle bourde de communication, hem, alors qu'NVIDIA, ils sont dans le game depuis 30 ans, quoi. Ils ont eu leur haut et leur bas auprès des gamers, ils ont été les rois du monde, les gens les plus détestés du monde. Ils savent comment ça marche. Je ne comprends pas vraiment comment ils sont partis aussi loin. Je termine avec une petite interview du PDG ici de Tech2 qui parle, lui, de GTA 6. Ici, en interview, Strozelny qui est en interview sur le site The Game Business. Interview qui est très intéressante si vous voulez la regarder, hein. Je vous ai mis en lien dans le chat encore une fois. Je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans mon Discord et dans les descriptions des replays sur YouTube et sur Patreon. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il rigole doucement sur la menace de l'IA et tout. Il dit, je pense que les gens ne comprennent pas encore une fois que on fait pas un hit avec de l'IA. Et il réagit aussi notamment à Game Genie, qui était le moteur de potentielle génération de mondes interactifs de la part de Google, qui avait fait chuter en bourse beaucoup d'acteurs traditionnels du jeu vidéo parce que bah, les finance bros, ils étaient là genre, ouais, je peux cliquer sur un truc juste en un clic et un prompt, j'ai mon GTA. Oh, ça sert plus à rien alors les GTA qui coûtent 300 millions de dollars. Évidemment, alors évidemment, Strozelnik, il défend son beefsteak puisque c'est le mec qui va être derrière GTA. Mais il explique encore une fois, aussi qu'il rigole, doucement en disant qu'en fait l'IA ça va être très, très bien pour des tâches un peu, mondaines, répétitives et cetera. Mais que, c'est pas parce que tu peux générer en 2 secondes, un asset de Los Angeles que tu as fait un jeu. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour faire un jeu comme GTA. Donc lui, il dit évidemment qu'il est pas du tout inquiet et en vrai, même s'il défend son beefsteak, je trouve que ses propos sont très, 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 très réels. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais lui, évidemment, enfin après c'est Rockstar parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent et ils parlent quand ils veulent. Évidemment, il dunk allègrement sur l'IA qui pour lui reste un assistant de luxe pour faire, de la compta, du code, et voilà, mais le reste, ça ne servira pas à grand chose. Mais, assez, assez fou ce qui se passe. Franchement là, je pour vous donner une idée, heu, ici là, pour revenir à la première vidéo que je vous ai montrée qui est Digital Foundry, qui découle le DLSS 5.0. Ils se sont tellement fait fumer eux-mêmes, heu, pour avoir été presque enthousiastes par rapport au DLSS 5.0. Après, Digital Foundry, c'est plutôt des techos de ouf, mais voilà, qu'ils ont dû faire une vidéo spéciale où ils reviennent dessus. Voilà, We Should Have Waited, où ils se sont quasiment excusés, mais ils ont dit, ils ont reçu des menaces de mort. Bon là, c'est le moment, ça pète un câble, mais vraiment c'est débile. Mais, ils reviennent sur le fait qu'effectivement, ils ont peut-être été trop positifs, trop rapidement, trop naïfs et trop focalisés sur la technologie par rapport à toutes les problématiques qu'il y a sur l'art, sur l'humain et cetera. Mais bon, bref. C'est incroyable et encore une fois, on est dans un arc narratif de la tech et du jeu vidéo qui est, impressionnant et super déprimant en même temps. Et je trouve que ce DLSS 5 en est encore une preuve, assez flagrante de: «Waouh, c'est impressionnant, mais waouh, c'est vraiment horrible ce que ça raconte et ce que ça laisse présager derrière les conséquences, quoi». C'est vraiment, ils ont oublié de dire que c'est un public reportage. Ils ont eu un accès exclusif, mais je ne sais pas s'ils ont été payés par Nvidia. En tout cas, ils ont été accusés clairement d'avoir été payés par Nvidia, pour faire cette vidéo, quoi. Vraiment, on les a accusés effectivement
d'être des Nvidia boy, et de faire d'une OPSP, déguisée, alors que Digital Foundry est quand même vraiment, bah, la chaîne YouTube la plus technique et qui fait le plus autorité sur la technique autour du jeu vidéo. Je vous rappelle que Digital Foundry d'ailleurs s'est racheté, hein, les journalistes de Digital Foundry sont partis, sont désormais indépendants de Eurogamer et compagnie. Évidemment, ils avaient, mis, cette indépendance aussi, ils avaient promis derrière cette indépendance une indépendance de ton. On avait vu qu'ils avaient fait une première gaffe avec, notamment avec la bande annonce Switch littéralement diffusée sur leur chaîne. Oh là là, non mais ce rendu là, ce rendu HDR, avec ces ombres et ce truc là, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Ils avaient été payés par Nintendo à l'époque. Ouais, tout à fait, mais en fait, Nintendo, ils avaient littéralement diffusé, des bandes annonces sur leur chaîne, en fait. La titraille avait été vraiment très, problématique, mais voilà. Alors que là, vraiment, ils discutent ensemble comme s'il y avait d'un celui-là, là. Oh là 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 là. Celui-là, beaucoup de gens parlent des persos de Resident Evil 9, mais celui-là, il me hante un peu, celui-là. Vraiment, il est terrible. Il est vraiment je suis persuadé que lorsque j'ai vu la vidéo, j'avais vu sponsor dans la description. Ah bah, c'est possible, c'est tout à fait possible. Moi, quand je l'ai vu, il n'y avait pas marqué sponsor, en tout cas, mais j'avais d'abord vu la vidéo de Nvidia sur le DLSS, j'avais hurlé de malaise dessus. Digital Foundry a sorti la scène dans la foulée, j'ai commencé à la regarder, je me suis dit: «Bon, attends, j'adore Digital Foundry, ils sont hyper enthousiastes, peut-être que je suis un hater et tout». Et puis après, bon, j'avais bien compris qu'il y avait un vrai problème. Mais là, putain, mais encore une fois, c'est vraiment le problème qu'on voit ici, là. Là, technologiquement, on a une uniformisation des rendus et artistiquement, on n'a pas compris le personnage. Là, on dénature un personnage. Donc vraiment, c'est je souffle très fort. Je souffle très fort. Mais le moment Assassin's Creed aussi, il est franchement, Assassin's Creed en mode: «Vous aimez les ombres? Bah, il y en a plus». C'était vraiment, mais vraiment terrible. Là, beaucoup de gens ont fait des arrêts sur image sur, FIFA avec, dès que le ballon bouge, c'est une catastrophe. Bon ça, on sait que le DLSS et les objets, qui bougent à très grande vitesse, c'est jamais le comment dire? La foire. Mais où est-ce qu'il est le rendu d'Assassin's Creed? Il est là? Non, attendez. Avec Shadow. Ah, j'aurais bien voulu me montrer. Bon. Maintenant, sur les visages de Starfield, il y a aussi des ongles qui ont juste disparu. Non mais c'est fou, c'est fou. C'est vraiment fou, c'est vraiment fou encore une fois d'avoir, autant chié dans la colle. Non, ça c'est le PSSR, désolé, ça c'est un truc qui est mieux quand même. Mais c'est enfin, comment prouver que ta technologie n'a rien n'a enfin, que tu ne comprends pas ce que tu es censé aider ou améliorer? C'est juste, Assassin's Creed Shadow, c'est vraiment la vie en HDR les gens. C'est fameux, il y a plus de Shadow dans Assassin's Creed Shadow quoi, voilà, il y a plus rien quoi, voilà, il y a des ombres d'arbres il y a des ombres d'arbres qui ont disparu quoi, ça me rend fou. Il y a des arbres, ils ont plus d'ombre, ça n'existe plus. Vraiment, c'est juste fou. Je comprends pas comment ils ont intégré la techno sans que les studios soient au courant du boîte à cookies. Alors attention, c'est pas vrai. Puisque des studios étaient au courant, parce qu'il y a même certains dirigeants comme Todd Howard qui sont intervenus, voilà. Non, le truc c'est que ce qu'Inside Gamer a relevé, c'est que beaucoup de développeurs de jeux qui ont été montrés en démo n'étaient pas au courant. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'était plutôt un accord pour faire des démos qui a plutôt été signé avec, des équipes marketing et des équipes dirigeantes pour dire: «Filez-nous, les droits et puis nous on récupère le jeu, puis on vous fait des démos avant après». Mais ils n'ont pas consulté les développeurs apparemment. Donc c'est ça le truc. Donc les Capcom, les Bethesda étaient au courant bien sûr, étaient au courant qu'il y allait avoir une démonstration avec le DLSS 5. Mais le retour qu'on a, c'est que, déjà des gens étaient pas au courant et les gens qui étaient au courant n'avaient pas vu le résultat avant que Nvidia fasse la démonstration à la GTC là. Donc c'est ça le truc. En vrai, ça, ils assument pas. Ah non, non, mais là, YP, enfin, je pense que maintenant, les boîtes, elles assument pas trop, mais je pense clairement que les développeurs et développeuses, c'est-à-dire les gens qui ne décident pas et qui ont bossé sur ces jeux, je pense qu'ils étaient clairement pas au courant. Vraiment, je pense qu'ils étaient vraiment pas au courant. Non, c'était la GTC aussi, parce qu'il y avait la GTC à la GDC, ma dingue. Bon, bref. C'est c'est vraiment c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, ce qui a été montré là et en plus, on sait que globalement, bah, on du DLSS 5, on va en avoir dans les jeux vidéo et on aura la suspicion tout le temps et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire ton jeu
et que tu vas gagner du temps pour qu'il rende mieux ou tu vas perdre du temps pour essayer d'avoir un rendu pour que ça se voit pas trop que c'est de l'IA et qui va faire hurler ta communauté? Mais c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué quand même parce que vous êtes en train de vous dire: «OK, j'ai ce truc-là qui peut yassifier mon perso avec les bons prompts, je peux avoir un rendu qui est mieux avec moins de puissance ou moins de travail. OK, mais ce rendu des ombres et des volumes, HDR, tout le monde agrée que c'est l'IA, je vais me faire défoncer la gueule». Imaginez si Clair Obscur Expédition 33, ils nous appliquent le filtre DLSS 5 gratuit et qu'ils sortent avec tous les filtres que vous venez de voir là, mais ils vont se faire défoncer. Donc maintenant les studios sont en mode: «Qu'est-ce qu'on fait?» Parce que j'imagine aussi qu'il y a une pression de la part de Nvidia pour pouvoir évidemment implémenter leurs solutions partout et les optimiser chez tous les développeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Etienne Crapaud qui dit: «Si je peux me permettre, on dit que c'est pas un filtre, mais que c'est plus que ça. S'il y avait cette réalité de fonctionnement, il aurait dû y avoir une intégration plus fine des ombres». Ouais, ouais, non, mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est que le problème, c'est que même les démonstrations sont très, très mal choisies parce qu'elles sont catastrophiquement grossières. C'est pour ça qu'en fait, ils auraient montré un jeu où on voit comment on dose un peu le rendu, que c'est subtil et cetera, et que c'est un jeu qui est pas connu, ce serait mieux passé leur système. Là, non mais là, ça sert à quoi de vieillir Léon pour le re-rajeunir derrière? C'est vraiment d'une débité. Donc vraiment, les gens d'NVIDIA qui ont appliqué les filtres là, donc c'est pas les gens des studios qui l'ont fait, mais les gens de chez NVIDIA, heu, c'est catastrophique. Est-ce qu'il y a un espoir que ce soit plus beau d'ici la sortie? Alors ça n'arrivera normalement qu'à l'automne. Ce serait pas déconnant qu'NVIDIA nous annonce un: «Oui, bon, on va repousser le délai SS5», voilà, parce que je vous rappelle que ça tournait aussi sur des machines monstrueuses. Là, ils ont pris un bad buzz historique, hein. Franchement, j'avais jamais vu ça. Même à l'époque des fake frames, du DLSS 3, heu, c'était un truc qui était resté un peu, dans le monde des, joueurs et joueuses PC qui jouent à des jeux fluides et qui veulent croire à des vrais faits ou pas des vrais faits. Là, c'est un débat qui a tout dépassé. Encore une fois, dès que vous touchez à l'IA et au travail humain et au travail artistique, ça part dans des histoires pas possibles. On en avait parlé avec, Clair Obscur. Avec les jeux d'Embark Studio, n'importe quel studio qui utilisait même un peu d'IA pour deux trois bricoles, c'était chaud pour eux. Là, je vois pas comment tu vas faire passer l'addition sereinement, quoi. Bon. Donc avocat du diable, je pense que la technologie, elle est folle. La technologie, elle est folle. Mais ensuite, avis du peuple, je pense que l'implémentation telle qu'elle a été montrée là, elle est catastrophique et je pense que, les implications en termes de diversité artistique, de vision artistique, vont être globalement mauvaises. Voilà. La techno est folle si tu as 2 GeForce 5090. Ouais, là, ça tournait sur 2 GeForce 5090, quoi. Mais bon, je vous rappelle que le ray tracing, ça a été lancé à l'époque des RTX 2000 et qu'il a fallu attendre 4 5 ans facile pour que le ray tracing devienne plutôt intéressant et que maintenant le ray tracing soit quelque chose qui soit implémenté dans beaucoup de jeux. Et voilà, encore une fois, même moi je trouve que le ray tracing c'est cool, mais c'est pas un game changer. De la même manière, le DLSS, il a mis plusieurs années à être vraiment adopté par, les studios qui bossent avec NVIDIA, copié par les autres marques et vraiment, bien foutu. Donc là, ce qu'on voit avec le DLSS 5, c'est clairement quelque chose qui est présenté là en mars 2026, qui va sortir à l'automne 2026, mais qui, je pense, ne sera pas quelque chose de vraiment très mûr et très accessible avant facilement 2028. On verra. Mais bon, pour le reste, là, c'est vraiment c'est vraiment terrible. C'est vraiment, 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 vraiment terriblement mauvais, quoi. Le ray tracing, maintenant que j'ai une carte qui prend ça en charge, je suis sceptique, toute cette puissance cramée pour ça. Ouais, Ripidi, ça dépend des jeux. Le ray tracing, encore une fois, on savait très bien que c'est un truc qui était survendu par Nvidia pour vendre de la technologie aussi et justifier d'acheter de nouvelles cartes. Mais on va pas se mentir, le ray tracing, il y a des jeux, franchement, Cyberpunk en pass tracing, c'est vraiment très très beau. Mais est-ce que Cyberpunk sans ray tracing, c'est laid? Non. Donc oui, le ray tracing, c'est quelque chose qui est très gourmand, qui est beaucoup d'enculage de mouche, on va pas se mentir. Quand ça marche bien, c'est vraiment très beau, je trouve, le ray tracing. Mais effectivement, pour un truc qui aura mis 5 ans à devenir mature et qui aura bouffé entre 10 et 40% des performances d'une carte graphique, c'est vrai que c'est. Bon, voilà. Weldel, qui n'est pas encore assez bien intégré, à mon avis, le ray tracing. On n'a pas encore de puissance, même 10 ans plus tard, pour rivaliser avec le précalculé. Ouais. Ouais, mais il y a des cas quand même où le ray tracing, je trouve qu'il est chouette. Mais je pense que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour.
pour qu'il soit bien intégré, que le jeu soit beau, et bien optimisé, c'est très compliqué, je pense et effectivement, je mettrais ma main à couper qu'une grande partie des gens qui jouent aux jeux vidéo ne se rendent pas compte s'il y a du ray tracing ou pas de ray tracing en vrai, mais bon. Et je vous avoue que Cyberpunk 2077 en pass tracing, c'est quand même vraiment très, très beau par rapport aux jeux sans rien, quoi. C'était vraiment cool dans Control aussi. Ouais, il y a quelques jeux, mais est-ce que le fait que quelques jeux, soient vraiment embellis, effectivement justifie tout le tintouin autour du ray tracing? Je pense pas. Personnellement, je pense pas. C'était quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance pour arriver à des rendus cool, mais pas game changer pour moi. Allez, on va terminer parce que j'avais plein d'autres sujets, mais on va terminer avec, le dernier sujet qui est le plus important, les gens. Voilà, est-ce qu'on parle de Crimson Desert? Bon, on va parler vite de Crimson Desert, puis après on parle avec le sujet le plus important, heu et on parlera de la suite, de tout ça la semaine prochaine. Crimson Desert est sorti, voilà, hop. Crimson Desert, je vous rappelle, un RPG open world de Pearl Abyss qui est en développement depuis l'éternité du temps, qui, au fil des années, on savait plus ce que c'était. Est-ce que c'était, Legend of the Kingdom Comes, Desert? Est-ce que c'était un RPG ou un MMO solo? C'était quoi le nombre de jouabilité possible? Oui, voilà, il y avait à peu près tout. Le jeu est sorti du coup, finalement, les tests sont sortis et donc moi, je vous l'ai dit, c'est pas du tout le genre de jeu qui m'intéresse, mais alors du tout, du tout, du tout, du tout. Ah franchement, ça m'a l'air d'être, propre et générique sur 20 et donc apparemment, le truc, c'est que, eh bien, le jeu est globalement pas ouf. C'est-à-dire qu'il est très, très beau, il est immense et il est un peu rompiche. C'est qu'il y a un vrai problème de pacing, apparemment. Les quêtes sont, très, très chiantes, voilà. Ça fait très MMO solo d'une certaine manière pour un jeu qui est pas un MMO, mais qui est un RPG solo et ouais, qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi dans le jeu et à peu près tous les univers, mais qu'à la fin, c'est pas un mauvais jeu parce que vous voyez, il prend 77, hein, qui est globalement une note très correcte, mais vu la hype et l'attente qu'il y avait autour et tout ce qui a été promis non-stop, on se retrouve avec un jeu qui a c'est le foot courte, quoi, c'est le foot courte. Donc vous arrivez, il y a de l'italien, il y a du japonais, il y a de l'indien, il y a du chinois, il y a du bistrot, il y a à peu près tout, mais bah, à la fin, c'est un peu indigeste, de ce que j'ai compris. Moi, perso, je vous le dis, ça me passait complètement au-dessus de la tête, Crimson Desert, mais il y a beaucoup de gens qui étaient très, très, très hypés. Benjamin qui dit: «Je pense qu'il faudra attendre à -50%». Je pense que c'est un jeu qui sera très, très correct une fois qu'il sera en solde et patché dans 1 ou 2 ans. Ce genre de jeu back catalogue, parfait, je pense, si vous voulez à un moment vous dire: «Oh, je mettrais bien 150 heures dans un jeu OK tiers et très beau». Voilà, vu tous les patchs qui vont attendre le jeu et potentiel, enfin même enfin très probable solde, heu, j'ai du mal à me dire que vu ce que j'ai lu sur le jeu, on va mettre 70 balles là-dedans, quoi. Mais du coup, c'est un MMO? Non, c'est un jeu solo. C'est un jeu solo, mais dont j'ai l'impression que c'est un MMO parce qu'il y a plein d'activités différentes, le rythme et la grind sont très, très longs. Donc, on dirait un MMO solo, en fait, mais c'est un RPG solo, qui est tiré d'un MMO. L'abeille cool qui dit: «Le jeu est très étrange, mais je m'éclate bien». Écoute, si tu t'éclates bien, je te souhaite de t'éclater. Ça devait être un MMO à la base. Ouais, mais ils ont changé 35 000 fois de formule en cours de route, non? C'est un bordel. Je vous dis, en fait, on en avait parlé il y a quelques semaines quand, justement la hype Crimson Desert montait parce qu'ils étaient en mode: «Waouh, il va vraiment sortir le jeu, il va vraiment sortir 7 ans plus tard» et les développeurs disaient eux-mêmes qu'ils s'étaient un peu perdus en route sur ce qu'était Crimson Desert et qu'à un moment, ils avaient juste dit: «Oui». C'est quoi Crimson Desert? Oui, voilà. Ils avaient, ajouté des jouabilités, pardon, ils avaient ajouté des expériences, des approches, ils avaient trouvé des jeux très cool en cours de route et développement dont ils sont inspirés, il y avait tout, quoi. Il y avait tout. Il y a pas un jeu similaire, The Snake? Ouais, mais c'est tiré d'un MMO coréen à la base. Divisé le 10 E10, c'est un bac à sable très fun, mais il y a pas d'âme, il y a pas d'histoire. OK. Ouais, pour moi, ça a l'air d'être tellement générique. Oh là là. Black Desert Online, ouais. Allez, pour finir, avec la dernière news qui évidemment nous a, tous et toutes retourné la tête. Évidemment, évidemment,
la news la plus importante de l'histoire du jeu vidéo, enfin peut-être celle de Counter-Strike, puisque, eh bien, il y a eu, il y a 2 jours, un changement dans Counter-Strike, dans les nouveaux patchs. Vous savez, Counter-Strike, c'est un game as service désormais, hein, Counter-Strike 2. Nouvelle map, rééquilibrage, du recul des armes, nouveau tick rate des serveurs compétitifs, on a bougé une brique sur DOS 2. Ah! Le jeu est injouable, la bêta est cassée. Bon voilà, vous savez à quel point Counter-Strike, c'est très pointu. C'est un jeu parfait pour les millions de personnes qui continuent à jouer. Je vous rappelle que c'est un des jeux, un des GAS les plus populaires au monde, hein. C'est toujours dans le top 3 des jeux les plus joués sur Steam, voilà, incroyable. Après un départ canon, puisque Counter Strike 2 a été annoncé par surprise comme une mise à jour gratuite, enfin un jeu gratuit, qui avait un nouveau moteur 3D, une nouvelle gestion de la fumée, des maps refaites. La communauté a commencé à râler. On s'est rendu compte que c'était le fameux cycle, bien sûr, le fameux cycle des Counter Strike. Voilà. C'est-à-dire que quand Counter Strike est sorti, tout le monde adorait la bêta 5.56. Et puis quand Counter Strike 1.0 est sorti, tout le monde a hurlé parce que c'était pas comme la bêta. Et quand la 1.3 est sortie, tout le monde a hurlé parce que c'était pas comme la 1.0. Quand la 1.6 est arrivée, tout le monde a hurlé. Et finalement, quand Counter Strike Source est arrivé, tout le monde a hurlé parce que c'était pas Counter Strike 1.6. Et quand Counter Strike Global Offensive était arrivé, tout le monde a hurlé parce que c'était pas Counter Strike Source ou Counter Strike 1.6. Bref, voilà. Donc en ce moment, ça hurle un peu parce que Counter Strike 2, il y a plein de trucs sur le tick rate, la précision, des bugs, la vitesse de marche, le recul au bout de la septième balle sur tel ou tel gun qui est pas exactement le feeling qu'on avait, voilà quoi. Bref. Hello, est-ce que j'ai eu l'effet salaire aujourd'hui? Dit Minotaur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'effet salaire. Donc vous savez très bien que la plupart des games as a service, même si Counter-Strike est un prototype de game as a service, parce qu'à la base c'est un mode qui est devenu un jeu officiel, qui est devenu un jeu plus ou moins commercial, bon bref. Counter-Strike était aussi un prototype, désormais c'est un free-to-play, game as a service. Voilà. Hem Et là, on a eu donc des maps refaites, des nouveautés sur Counter-Strike qui ont été apportées et cetera. Mais là mais là, assez incroyable, avant-hier, Valve a sorti une mise à jour qui s'appelle Gun Guides and Game et désormais, ça y est, Counter-Strike est un jeu qui se veut un peu réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Notamment avec les armes, va enfin être un jeu réaliste avec les armes, ce qui va changer beaucoup de choses puisque désormais, comme d'autres jeux qui l'ont fait avant, mais Counter-Strike n'a jamais voulu, lorsque vous rechargez une arme, dans Counter-Strike, vous virez le chargeur pour en mettre un nouveau. Mais donc, si vous aviez un chargeur et qu'il vous restait 17 balles, vous perdez votre chargeur avec vos 17 balles et vous mettez un nouveau chargeur avec 30 balles. Et voilà. Donc, en gros, il faut compter désormais en balles et en chargeurs. Avant, dans Counter-Strike, il y avait, eh bien, comment dire, un système qui était devenu un peu une norme qui fait que globalement, vous avez un chargeur de 30 balles, vous tirez 3 balles, vous butez un mec, vous vous cachez, vous rechargez votre arme et c'est comme si vous avez remis 3 cartouches dans votre chargeur. Voilà. C'était pas logique, puisque en vrai, dans l'animation, tu vires le chargeur, tu en mets un nouveau. Tu n'es pas en train de virer le chargeur, de mettre une balle, 2 balles, 3 balles, de remettre le chargeur. Mais c'était le cas. Ce qui avait même engendré, j'ai envie de dire, une forme de rythme, de flow et d'esthétique du FPS, qui était globalement de recharger à gogo les armes. Qui n'a jamais tiré une ou 2 balles et tu recharges immédiatement que tu es tué ou que tu es pas tué? Genre tu tires, tu te caches, tu recharges parce que ce n'était évidemment pas coûteux. Voilà. Le rechargement est devenu une esthétique, c'est devenu pour beaucoup de gens, le rechargement, c'est un ASMR. Il y a des gens qui adorent recharger. L'esthétique du rechargement dans des jeux comme Battlefield, il y a des easter eggs avec des animations de rechargement gratuites. Hein. On se rappelle des vidéos YouTube de la première époque où des gens s'amusaient à recharger des aspirateurs, des briquets avec une animation un peu stylée à chaque fois parce que le rechargement d'une arme, c'est devenu une esthétique. Si vous avez joué à Marathon, les animations de recharge des armes, c'est un délire. Donc voilà. Donc il y avait tout un truc qui allait autour, mais recharger une arme, c'était, heu, c'était comme une sorte de petit bonbon pour se rassurer, quoi. ASMR audio, on se rassure et ça n'avait pas d'autre coût que de faire l'animation de rechargement, évidemment, qui est déjà mort avec 28 balles dans le chargeur parce qu'on est en train de recharger après avoir tiré 2 balles, tu es un gars et au lieu de garder la visée, tu recharges. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de jeux qui, depuis longtemps, ont une gestion du chargeur qui est beaucoup plus réaliste, qui est en gros, bah, tu as ton chargeur, c'est un moment, il te reste 3 balles dans ton chargeur. Est-ce que tu veux garder tes 3 balles dans ton chargeur ou est-ce que tu veux juste vider ton chargeur et mettre un chargeur neuf, même si tu as perdu 3 balles dans ton chargeur? Ce que je trouve hyper intéressant.
donc des Tarkov, je vois Helldivers dans le chat. Plein de jeux se jouent au niveau du chargeur. Il y a même des animations, dans Tarkov où tu peux en mettre balle par balle, si je ne m'abuse, si vraiment tu veux avoir ton truc plein et pas gâcher des balles. Mais dans Counter Strike, il y a toute une méta qui est extrêmement avancée dans le jeu et qui fait que notamment les wallbangs, donc tirer des balles un peu gratuitement derrière un mur, tirer à travers les smokes pour tenter de toucher quelqu'un à l'aveugle ou pour tenter de ralentir une progression. Le fait de balancer des balles un petit peu 3 par 3, 4 par 4 et juste après se cacher et recharger son arme, c'est la base, c'est un rythme, c'est un flow dans Counter Strike. Si vous avez déjà joué à Counter Strike, il y a un flow avec une manière d'entendre des balles voler ou de vous-même tirer des balles dans le vide ou pas dans le vide. Là, désormais, dans le jeu, vous n'aurez qu'un certain nombre de chargeurs par arme. Donc il va y avoir une nouvelle méta qui fait que des armes qui ont été peut-être un peu négligées, mais le fait qu'elles aient 4 chargeurs au lieu de 3, ça va changer la vie. Des armes qui avaient pas trop de balles, genre certaines, MA4S et cetera, qui n'avaient pas assez de balles, si elles ont pas assez de chargeurs, ça va devenir des armes qui vont être complètement oubliées dans la méta de Counter Strike parce que désormais, tirer et recharger, ça va vous demander beaucoup de choses. Ça a aussi posé la question de la méta compétitive avec des joueurs qui ont des réflexes, depuis le début de Counter Strike. C'est quelque chose qui n'avait jamais été changé en 27 ans, littéralement 27 ans de Counter Strike, ça n'avait jamais été changé ce système de recharge non réaliste. Désormais, combien de gaffes va-t-on voir en tournoi parce qu'un joueur s'amuse à tirer 2 balles, à charger mécaniquement et en fait, il a perdu un de ses 3 chargeurs. Donc ça va être super intéressant, je pense, de voir comment on peut, heu, jouer désormais, comment les balles vont être plus importantes, comment on va prendre le risque de garder peut-être 7 ou 8 balles dans son chargeur parce que 2-3 c'est pas grave, mais 7 ou 8 balles, c'est quand même beaucoup. Mais est-ce que s'il y a 4 mètres carrés, bah, avec 7 ou 8 balles, je suis mort, par rapport à si j'hypothèque mes 7 ou 8 balles pour me remettre un de mes 3 chargeurs à 30 balles? Bref, j'adore l'idée, en tout cas, que Counter Strike ait changé son iconique système de rechargement d'armes qui vraiment, encore une fois, je pense que si vous n'avez jamais joué à Counter Strike, vous sous-estimez à quel point c'est quelque chose qui fait partie du flow du jeu. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont sorti ça littéralement comme ça, sans prévenir personne. Et vraiment, ça, je pense que ça change toute la méta du jeu. Ça change toute la méta du jeu. Et je pense qu'il y a des joueurs, des bisous, j'espère que Saint Zaiwu va rester au top du game. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui vont peut-être s'effondrer avec cette méta. Je pense notamment aux différents rôles, qu'il y a dans Counter Strike, les lurkers, les anchors, et cetera. Ça va être très, très, très bizarre de réapprendre à gérer ces balles. Voilà, j'adore l'idée, hein. Enfin, j'adore la discussion qui va autour. Tomicide qui dit: «Ça a strictement rien changé pour les pros, il y a que les débutants qui rechargent après 2 balles». Je pense qu'on ne regarde pas le même Counter Strike, Tomicide, mais des pros qui rechargent alors qu'il leur reste, 15 ou 20 balles dans le chargeur, ça arrive littéralement tout le temps, hein. Donc non, je suis pas d'accord, Tommy Cid. Je pense que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, là-dessus, et on va peut-être même se mettre à compter les balles de plus en plus pour dire: «Ouais, il y a un mec qui tire à travers la smoke, mais là, il a déjà tiré, 15 ou 20 balles à travers la smoke, ça m'intéresse. Je vais niquer un chargeur», par exemple. Non, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Voilà pour les nouveautés et donc c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Zaiwu, ça veut dire beaucoup. J'ai hâte de voir, s'il va y avoir des changements de méta d'armes, des changements de méta de tactique aussi, encore une fois, par rapport au tir préventif, au tir à travers les smokes et si on va voir notamment, bah, aussi des joueurs et des joueuses, monter et descendre par rapport à ça, quoi. Mais perso, je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat. On va se faire un petit sondage parce qu'encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, hein, Counter Strike n'a pas inventé la recharge réaliste, mais je vais voir ce que vous en pensez. Dans les jeux en général, vous préférez le reload? Reload! Heu, je vais dire je préfère le reload Counter Strike. Je vais dire d'avant, comme ça vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est compliqué à dire dans un vote. D'avant ou de maintenant? Ça rentre ou pas au chargeur? Ouais. Hop, je lance un petit vote. Moi perso, je suis très content du changement. Perso, je suis très, très content du changement. Je trouve que ça va je trouve que déjà, je trouve ça mieux dans l'esprit, l'ADN et le lore de Counter Strike, d'avoir des armes avec un fonctionnement plus réaliste.
et j'aime beaucoup l'idée de la prise de risque que ça va créer et des situations de crise. Si à un moment tu es vraiment j'ai l'impression qu'on va être, beaucoup plus facilement à court de balles, puisqu'on pourra beaucoup moins bien optimiser son nombre de balles qu'avant. Donc ça va laisser des situations de crise beaucoup plus fortes et j'imagine par exemple que les pistolets vont monter dans la méta. À un moment, on aura peut-être plus statistiquement plus vite cramé ces balles d'armes principales, quoi. Est-ce qu'il y a une option pour justement ajouter cartouche par cartouche dans le chargeur dit John Duff? Non. Alors actuellement, jaune d'œuf pardon, il n'y a pas de possibilité, si je ne m'abuse, de charger ton chargeur balle par balle. Dites-moi le contraire les gens de si vous connaissez mieux que moi, mais je n'ai pas cru le voir. Mais c'est effectivement possible dans certains jeux comme Tarkov par exemple. Si je ne m'abuse, on peut vraiment faire du balle par balle. C'est qui le Ice Rogue Counter Strike? Il y a pas de, dans l'équipe de Counter Strike, il y a pas un mastermind connu comme dans Dota, que je sache. Voilà. Et si je ne m'abuse, Valorant a toujours un système de recharge à la Counter Strike, hein. Donc dans Valorant, pareil, si vous tirez, 3 balles de votre chargeur et que vous rechargez votre chargeur, vous avez perdu 3 balles dans votre nombre de balles total, mais votre chargeur est monté à 30. Dodo qui dit que les fusils à pompe, ça reste comme ça. C'est vrai que les fusils à pompe, l'animation, c'est un peu de la recharge balle par balle dans les fusils à pompe. Et je regarde dans Ark Riders, c'est intéressant parce que dans Ark Riders, il y a un système de recharge balle par balle en vrai dans Ark Riders. Quand vous rechargez votre pistolet, si vous rechargez 6 balles, ça prend plus de temps que d'en recharger une, notamment dans les guns, donc c'est plus ou moins réaliste. Vous êtes 57 à préférer le nouveau système de recharge, 43 le système d'avant. Ah intéressant, très intéressant. Avouez que c'est un débat qui est quand même plus relax que le DLSS 5. Mais je vous garantis que dans les forums Counter Strike, les gens sont en train de brûler actuellement parce que eux, le DLSS, ils s'en battent les steaks d'avoir des lèvres pulpeuses sur leur contre-terroriste. Par contre, le fait de plus pouvoir spray gratos, et partir en courant et recharger 4 balles, c'est compliqué pour eux, quoi. Moi, j'ai vraiment très, très hâte de voir les prochaines compètes. Vous oui, s'il te plaît, reste au top. Ah là là. Bon, j'ai gardé pas mal de news, les gens, comment dire? Pour, la suite, mais il est déjà 17h20 et je vais aller faire du sport. Je vais aller faire du sport. Donc je vais commencer par faire du sport en refaisant un peu de pompe pour essayer de rattraper toutes les pompes que vous m'avez données aujourd'hui, bande de petits coquinous. Et après, je vais préparer le petit replay, donc je vous rappelle pour demain pour la team replay, tout simplement. Et après, je vais aller au sport. Je relance mon petit appel, les gens. Je relance mon petit appel. Si vous connaissez des architectes, n'hésitez pas à glisser dans mes DM Twitch ou dans mon Discord pour me donner des contacts d'architectes. Ça me m'aiderait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si tu fais du sport, pense à Chuck. Non, ça va, Chuck Norris, voilà, ça va aller. Donc voilà, si vous connaissez des architectes, les gens qui sont prêts à modifier un truc prometteur mais un peu brutasse de décoffrage, c'est dans mon budget. C'est budgétisé, donc n'hésitez pas les gens, s'il vous plaît, hein. On parle de quel type d'architecte? J'ai potentiellement une mezzanine qu'il faudrait casser. Il faudrait casser un bout de mezzanine ou il faudrait construire un bout de mezzanine. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est un job qui est, enfin, pour moi, c'est vraiment très, très sérieux, quoi, parce que je suis là, genre: «Waouh, c'est compliqué». Donc c'est quand même un job, voilà, un petit peu, il faut le faire, quoi. Donc si vous avez, des idées ou des contacts, je suis très preneur.